Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'homme qui rit de Victor Hugo. Nous sommes toujours dans le livre premier, La mer et la nuit. Nous avons lu la dernière fois les 2 chapitres préliminaires. Et aujourd'hui, je pense qu'on va lire l'intégralité du livre premier qui a pour titre La nuit moins noire que l'homme. Donc voilà, c'est notre deuxième live sur cette œuvre qu'on a donc commencé vendredi. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez ce premier épisode dans une playlist intitulée « Et si on lisait l'homme qui rit ?» Et si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous rendre dans la description de la vidéo pour trouver des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous plaît. Ça peut aussi vous servir de marque-page, par exemple. Sachant que, en plus, récemment, enfin c'est en train de se faire, je pense que c'est en train de se propager et petit à petit de se mettre à jour chez tout le monde. Mais YouTube a fait une mise à jour qui permet notamment de voir directement le chapitrage depuis la barre de lecture. C'est-à-dire que la barre qui défile en bas de votre vidéo, vous savez celle qui est transparente et qui devient rouge au fur et à mesure que vous avez vu la vidéo, et bien maintenant elle peut se partitionner en différentes parties et lorsque vous passez sur ces blocs avec votre souris, apparaît le titre en un sens de la partie. Donc c'est vraiment cool. Donc allez-y, essayez sur YouTube, ceux qui regardent cette vidéo. Normalement, vous devriez passer comme ça sur la barre de lecture et lire introduction. Ensuite, vous devriez lire livre premier ou... Non, vous devriez lire, je pense, 1, la pointe sud de Portland, puis 2, isolement, puis 3, solitude, et ainsi de suite. C'est extrêmement dur sur cette œuvre de s'y retrouver, et j'essaie de faire ça proprement. Donc voilà, j'essaierai de faire ça de la manière la plus propre et la plus claire possible dans la description de la vidéo, et du coup dans la barre de lecture de la vidéo, sur YouTube. Mais c'est vrai que c'est extrêmement complexe de s'y retrouver dans cette œuvre parce qu'elle est un peu scindée en des... Comment dire, en beaucoup de parties, en des parties qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, je trouve, dans des bouquins. C'est-à-dire que là, il y a la première partie, puis la deuxième partie. Dans chacune des parties, il y a livre premier, deuxième, et ainsi de suite. Dans les livres, il y a 1, 2, 3, 4, 5, donc je suppose qu'on pourrait dire que ce sont des chapitres. Et enfin, dans ces 1, 2, 3, 4, 5, il y a encore des 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, c'est vraiment très très structuré, très très comment dire, organisé, mais justement peut-être à un point où ça devient un peu complexe de tout comprendre. Mais bon, j'essaie de faire ça le plus propre possible sur la rediffusion. Et de toute manière, il vous suffit de regarder les lives dans l'ordre. Vous le voyez de toute manière, hein, je l'écris directement dans le titre de la vidéo, ou même sur la miniature de chaque vidéo. Normalement, vous voyez un petit hashtag 1, enfin dièse 1, 2, 3 et ainsi de suite, qui voilà, donne le numéro de l'épisode. Donc si vous regardez les épisodes dans l'ordre de leur numéro, normalement, vous ne louperez absolument rien. Voilà, voilà. J'accueille avec plaisir ceux qui nous rejoignent sur le live en direct sur Twitch, je le rappelle, le mardi à 21h et le vendredi à 21h. Aujourd'hui, les couteaux portes et Dimal qui nous rejoignent déjà. Bonsoir à tous les deux, j'espère que vous allez bien, merci de nous rejoindre, ça fait plaisir. D'ailleurs, dans cette introduction, c'est un petit peu ce dont on va parler, les lives de la semaine, puisque vous le savez, on est mardi 21h, donc c'est le premier live de cette semaine. Et en général, le premier live, je fais un espèce de gros récap de tout ce qui va se passer sur la semaine. Sachant que en préambule de ce programme, je dois vous parler de quelque chose qui m'emmerde profondément, qui est que mon PC montre quelques signes de faiblesse depuis dimanche, je dirais. Ce qui me fait extrêmement peur, étant donné que je l'ai pas depuis si longtemps que ça, et que bah quand même ça vaut de l'argent et j'ai pas forcément les moyens de réparer ou de me racheter un PC. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais je vais surveiller la situation. J'ai déjà passé hier, vous le savez si vous me suivez sur Discord, j'en ai parlé avec vous, mais j'en ai parlé hier, j'ai déjà passé bien
6 heures, il me semble, de suite, d'affilée à essayer de régler le problème sans absolument rien trouver. Sachant qu'il y avait deux problèmes. Grosso modo, le premier problème que je trouvais, c'était que je me suis rendu compte, et c'est ça qui m'a alarmé un petit peu. En gros, je me suis rendu compte que mon PC faisait énormément de bruit au démarrage, et j'étais là. C'est bizarre. Du coup, je vais dans le gestionnaire de tâches, et dans le gestionnaire de tâches, pour ceux qui savent pas, il y a un endroit qui vous dit le nombre d'heures depuis lequel votre PC est ouvert. Parce que moi, c'était pas écrit en heures, c'était écrit 5 jours. Du coup, j'étais là, quoi? Ça fait 5 jours que mon PC est ouvert non-stop, alors que je l'éteins toutes les nuits. Donc je ne comprenais pas, et en fait, j'ai checké un peu sur internet, j'ai tenté des trucs et tout. Et en gros, maintenant, mon PC, quand je l'éteins, il se met en veille. Yes! Et donc déjà, j'ai dû trouver une solution à ça, ça a été un peu casse-couille et long. Et une fois que j'ai trouvé une solution à ça, un autre problème persistait, c'était que je me rendais compte, et là je me rends compte encore maintenant, donc n'hésitez surtout pas à me dire si ça influe sur la qualité sonore du live, mais je me rends compte qu'il souffle beaucoup plus que d'habitude, et d'ailleurs le gestionnaire de tâches ainsi que le logiciel, on va dire, qui me permet de surveiller la température de mon PC, ne veulent rien dire. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis... Ouais, en fait, c'est que depuis hier. Mais depuis hier, ça veut rien dire, c'est-à-dire que les courbes font des grands pics d'un seul coup. Donc c'est comme si mon processeur fonctionnait tout à fait normalement, et toutes les 20 secondes faisait un pic énorme, comme s'il était surchargé, surbooké, de la même manière que la chaleur, ce qui a encore moins de sens, puisque la chaleur, ça peut pas passer... ça peut pas passer de froid à chaud en 1 milliseconde, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est ce que me dit mon logiciel. Donc je pense qu'il y a un problème de capteur ou j'en sais rien, enfin bref. Mais mon logiciel me dit que mon PC est environ à 50 degrés et que toutes les 10-15 secondes, il fait un pic à 94 degrés. Ça n'a aucun sens. Donc c'est très très chiant. J'ai peur que du coup ça soit les premiers signes de faiblesse de mon PC qui risquent peut-être de se dégrader encore plus, enfin voilà, de s'aggraver même. Ce qui fait que là je suis en total flip pour être tout à fait franc. Et ce qui fait que j'ai très peur de ne pas pouvoir assurer les lives dans les temps à venir. Puisque je me dis ce soir, live de lecture, ça doit pas trop poser de soucis. Je ne sais pas si vous entendez le souffle de mon PC. Je pense pas que vous l'entendiez. Moi, je sais que ça m'emmerde parce que du coup, ça me fait un bruit de fond constant, donc ça me fait une pollution sonore, on va dire, pendant le live. Mais j'ai très très peur pour les lives de gaming notamment, surtout que demain on a une grosse journée gaming, et surtout que Sea of Thieves avait déjà tendance à laguer un petit peu ces temps-ci avec la chaleur. Donc j'ai très très peur parce que j'aurais trop aimé faire le live de Sea of Thieves demain. Je vais essayer de le faire de toute manière, mais si vous voyez que ça s'arrête prématurément, vous saurez pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai déjà lancé Sea of Thieves hier pour faire un test, alors que j'étais même pas en live, et que j'avais l'impression qu'il y avait des ralentissements de partout. Donc ouais, je suis vraiment pas confiant sur ce que je vais devoir faire pour réparer ça et sur l'impact que ça peut avoir sur les lives. Je vais tout faire pour arranger ça, je vais tout faire pour maintenir la situation la moins pire possible. Et puis, si je dois raquer pour réparer le PC, c'est vraiment la merde. Si je dois raquer pour en racheter un, c'est limite impossible. Mais bon, je vais essayer de faire mon mieux. Je vous avoue que dans ma vie, j'ai eu beaucoup trop de soucis avec des PC. Et que du coup, je suis en saturation totale. Et que du coup, je suis pas en psychose, mais vous savez, ce moment où vous êtes en saoulé totalement en fait, et vous êtes en mode ça y est, ça va encore merder. Enfin, je sais pas, et en même temps, ça me fait chier que ça merde parce que strictement tous les projets que je fais ont rapport de près ou de loin avec l'informatique, donc c'est très chiant. Bref, je vous tiendrai au courant de la situation, mais compte tenu de tout ce que je vous ai dit, on va essayer malgré tout de tenir la cadence des lives en espérant que mon PC justement ne se dégrade pas comme je le disais. Et je vous tiens au courant comme d'habitude sur Facebook, Discord et Twitter de toute manière quand un live a lieu ou quand il est annulé. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces 3 réseaux sociaux. Si tout va bien,
Cette semaine, nous aurons donc un programme assez classique de live, à savoir ce soir et vendredi 21h, live de lecture sur L'Homme qui rit de Victor Hugo. Je pense qu'on va lire le livre premier entièrement ce soir et puis livre deuxième vraisemblablement la prochaine fois. J'ai pas regardé combien de pages il faisait, mais je suppose que ce sera à peu près un livre par soir. Je suppose, on verra. Ensuite, demain, mercredi, journée gaming comme d'habitude sur la chaîne. De 13h à 16h, un créneau en solo sur Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Ça sera le dernier créneau sur Yooka-Laylee avant un petit moment, puisque j'ai pris la décision de créer une... Comment on appelle ça? Mince! Une cohabitation, c'est pas le mot que je cherche, mais d'alterner, voilà, une alternance. J'ai pris la décision d'opérer une alternance sur ce créneau du 13h-16h le mercredi, ce qui fait que à partir de la semaine prochaine, on risque de jouer à un autre jeu, et ça sera très certainement Sherlock Holmes, Crimes and Punishment, je crois que c'est ça le titre entier, qui est un jeu d'enquête qui a l'air vraiment cool, donc j'ai super hâte. Donc voilà, si vous aimez Yooka-Laylee, sautez sur le live de demain, ce sera le dernier avant quelques temps. Je pense qu'on fera 3 lives Yooka-Laylee, 3 lives Sherlock Holmes, 3 lives Yooka-Laylee, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait terminé les deux. Sinon, demain, ça ne change pas, 21h, créneau sur Sea of Thieves. Le live de la semaine passée était vraiment dinguissime, je vous en remercie encore, c'était vraiment trop sympa, trop bonne ambiance. On va essayer de réitérer ça demain. Sachant que demain, programme spécial, je ne serai pas seul, je serai avec Walkirax, comme bien souvent, voire comme tout le temps. Je serai également accompagné de Mirani, qui nous fera le plaisir d'être là. Et ça sera sur Sea of Thieves, la nouvelle mage, puisque ce sera un épisode, tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle mise à jour, à savoir la mise à jour Chips of Fortune, ou les navires de fortune. Grosse mise à jour, la plus grosse mise à jour Sea of Thieves depuis une année, hein, limite, qui promet plein de nouveautés dont on a déjà pas mal parlé en live, sauf que cette fois-ci, je vous les présenterai dans le détail. À chaque fois, on ira checker et sur le site et in-game à quoi correspondent les nouveautés. Et voilà, on essaiera de vraiment entrer dans le détail, de faire un peu tout et de vous montrer un aperçu de tout. Plus à la lecture du patch note pour vraiment entrer dans les détails techniques, etc. Bref, comme d'habitude, sauf que demain, ce sera une bonne grosse mage, donc ça risque d'être un bon gros live également. C'en est presque terminé. Comme d'habitude, dimanche, on terminera la semaine avec un live un peu plus chill, un petit peu plus court, de moins d'1 heure certainement, sur la découverte de l'univers de League of Legends. Un épisode consacré à une nouvelle dont je ne me rappelle pas le titre, mais qui est dédié à Vi et Caitlyn, si je ne dis pas de bêtises. Donc un épisode double impact, entre guillemets. Et enfin, cette semaine, pas de live, ça me rappelle une histoire, mais quand même un live s'approchant du jeu de rôle, enfin c'est même un jeu de rôle pour le coup, puisque jeudi, non pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne de Cora Live, je serai invité en tant que joueur pour son jeu de rôle dont il est le maître du jeu, The Twitcher. Donc voilà, rejoignez-nous chez Cora jeudi 21h pour la suite de The Twitcher, ce sera le 2e épisode, sachant que le premier épisode était une sorte de grosse introduction à l'univers, etc. Et puis c'était aussi une première pour tout le monde, hein, voilà, on essayait de prendre nos marques, de prendre nos bases, de savoir un petit peu comment ça allait se passer. Donc là voilà, on va entrer dans le dur du sujet, je pense, et ça risque d'être beaucoup plus intéressant encore, sachant que c'était déjà très sympa. Donc si ça vous intéresse le jeu de rôle, et si mes concepts ça me rappelle une histoire vous intéresse, je pense que ça devrait vous plaire. Voilou, et oui, en effet, dit mal sérieux, Sherlock Holmes, ça sera donc, je le disais, à partir de la semaine prochaine, mercredi, du coup, ce sera mercredi 29, si je dis pas de conneries, mercredi 29, de 13h à 16h pour la première session sur Sherlock Holmes, a priori. Voilou. On n'entend pas le souffle, merci du retour, l'écoute aux portes. C'est tout con, hein. J'arrête pas de le dire en ce moment, mais en vrai, c'est vraiment très important. Une petite remarque dans le chat sur Twitch. Un petit follow, quoi que ce soit en fait. Pareil sur YouTube, un petit commentaire, un petit like, même un dislike, ça m'envoie des messages et ça m'aide à rendre le live de meilleure qualité. Tout simplement.
parce que vous m'envoyez une information que je peux traiter et que je peux à tout prix prendre en compte pour rendre le live de meilleure qualité. Donc vraiment, n'hésitez pas, d'autant plus que pour l'évolution de ma chaîne, que ce soit sur Twitch ou YouTube, le moindre like, le moindre commentaire me pousse vraiment vers l'avant. Donc si je vous force pas la main, hein, si vous n'avez pas aimé, si vous n'avez pas envie de mettre de like, si vous n'avez pas envie de commenter, si vous n'avez pas envie de parler dans le chat Twitch, je le comprendrai tout à fait et je vous jetterai pas la pierre, il n'y a pas de souci. Mais si ça vous dérange pas et que vous pouviez le faire, ça serait vraiment... je serais plein de reconnaissance et de gratitude envers vous, puisque, encore une fois, ça a vraiment de l'impact sur ce que moi je peux faire pour améliorer les lives et sur l'évolution globale de la visibilité des lives, etc. etc. Voilà, voilà. Et du coup, Dimal, je le répète encore une fois pour que tu puisses le noter dans ton agenda comme tu dis, ça sera 13h-16h le mercredi 29 pour la première session sur Sherlock Holmes. Voilà, voilà. Écoutez les amis, j'ai fait une intro bien mastoc, vous me connaissez comme d'habitude. Hein. Je pense qu'on va se lancer dans la lecture. Je vous invite à vous installer bien agréablement dans vos fauteuils, à prendre à boire, à manger. Santé à tous les amis. Et je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie ce soir sur cette lecture de L'Homme qui rit qui pour le moment me ravit complètement. La dernière fois, en effet, on était un peu dans un live introductif, c'est-à-dire que les 2 chapitres préliminaires portent bien leur nom, ils étaient bien préliminaires. Ils commençaient simplement à installer, à instaurer quelques thèmes, quelques éléments qui nous serviront tout au long de la lecture. On a notamment appris ce qu'étaient les comprachicos, ces gens qui balafrent les enfants pour en faire des sortes de monstres, notamment avec ce fameux sourire du diable, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'est sourire du diable, non, je me rappelle plus, c'est pas sourire d'ange, je me rappelle plus, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. On a aussi parlé de l'organisation politique, politique de l'Angleterre, enfin voilà, il y a de la noblesse, voilà, il y a tout ce genre de considérations à prendre en compte pour plus tard comprendre un peu mieux le roman. On a aussi parlé et mis en place le personnage d'Ursus et d'Homo. Et si tu parles de cela, Dimal qui nous dit aura-t-on ce soir le retour du misanthrope et du lycanthrope, si tu nous parles par misanthrope de Ursus et par lycanthrope d'Homo, je ne sais pas s'ils reviennent dans le livre premier. Il y a des chances. Je ne sais pas si c'est des personnages qui ont été installés pour beaucoup plus tard dans le roman, ou s'ils vont revenir tout de suite. Je t'avoue que j'ai lu L'Homme qui rit, comme je le disais lors du premier live, il y a bien 5 ans minimum, 5-6 ans. Et j'avoue ne plus me rappeler très précisément l'enchaînement des événements, etc. Donc malheureusement, je suis incapable de te dire s'il y aura Ursus et Homo ce soir. Il y a des chances quand même, parce qu'on va lire un livre entier, ça fait 40 pages. Je pense qu'il y a des chances. À voir. Suspense en effet, comme tu dis. En tout cas, pour vous resituer une dernière fois pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. On est donc dans L'Homme qui rit de Victor Hugo. La première partie, La mer et la nuit. On a lu 2 chapitres préliminaires qui étaient Ursus et les comprachicos. Et là, on entre dans le livre premier qui a pour titre La nuit moins noire que l'homme. Et on va lire d'abord 1. La pointe sud de Portland, 2. Isolement, 3. Solitude, 4. Questions. Ensuite, on fera une pause. Et ensuite, on reprendra pour la deuxième partie de lecture de ce soir avec 5. L'arbre d'invention humaine, 6. Bataille entre la mort et la nuit, 7. La pointe nord de Portland, ce qui clôturera le livre premier. Voili, voilou. Je pense que peu importe combien de temps je mets de temps à lire tout ça, je m'arrêterai, et peu importe que le live soit court ou long, je préfère m'arrêter et que vous ayez le livre premier dans son intégralité et que ce soit très compréhensible, sans passer au début du livre deuxième où vous auriez juste un chapitre et ce serait un peu dommage quoi. Bref, j'ai fait le tour cette fois-ci. Je divague tellement en début de live, je suis désolé, je parle vraiment beaucoup là aujourd'hui. En tout cas, merci de votre patience et merci de votre... je trouve plus le terme, mais en tout cas de votre présence. Dimal et l'écoute aux portes, ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute à tous les deux. Bonne écoute également à ceux qui nous regardent dans l'ombre du chat et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens d'ici, je pense, une bonne trentaine de minutes.
pour une pause. À tout à l'heure. Livre 1er. La nuit moins noire que l'homme. 1. La pointe sud de Portland. Une bise opiniâtre du nord souffla sans discontinuer sur le continent européen, et plus rudement encore sur l'Angleterre, pendant tout le mois de décembre 1689 et tout le mois de janvier 1690. De là le froid calamiteux qui a fait noter cet hiver comme mémorable aux pauvres sur les marges de la vieille Bible de la chapelle presbytérienne des non-jurors de Londres. Grâce à la solidité utile de l'antique parchemin monarchique employé aux registres officiels, de longues listes d'indigents trouvés morts de famine et de nudité sont encore lisibles aujourd'hui dans beaucoup de répertoires locaux, particulièrement dans les pouillés de la Clink Liberty Court du bourg de Southwark, de la Pie Powder Court, ce qui veut dire cour des pieds poudreux, de la Whitechapel Court, tenue au village de Starney par le bailli du seigneur. La Tamise prit, ce qui n'arrive pas une fois par siècle, la glace si formant difficilement à cause de la secousse de la mer. Les chariots roulèrent sur la rivière gelée. Il y eut sur la Tamise foire avec tente et combat d'ours et de taureaux. On y rôtit un bœuf entier sur la glace. Cette épaisseur de glace dura 2 mois. La pénible année 1690 dépassa en rigueur même les hivers célèbres du commencement du XVIIe siècle, si minutieusement observés par le docteur Gédéon Delaune, lequel a été honoré par la ville de Londres d'un buste avec pied-douche en qualité d'apothicaire du roi Jacques Ier. Un soir, vers la fin d'une des plus glaciales journées de ce mois de janvier 1690, il se passait dans une des nombreuses anses inhospitalières du golfe de Portland quelque chose d'inusité qui faisait crier et tournoyer à l'entrée de cette anse les mouettes et les oies de mer, n'osant rentrer. Dans cette crique, la plus périlleuse de toutes les anses du golfe, quand règne de certains vents et par conséquent la plus solitaire, commode, à cause de son danger même, aux navires qui se cachent, un petit bâtiment accostant presque la falaise, grâce à l'eau profonde, était amarré à une pointe de roche. On a tort de dire la nuit tombe. On devrait dire la nuit monte, car c'est de terre que vient l'obscurité. Il faisait déjà nuit au bas de la falaise, il faisait encore jour en haut. Qui se fût approché du bâtiment amarré eût reconnu une ourque biscayenne. Le soleil, caché toute la journée par les brumes, venait de se coucher. On commençait à sentir cette angoisse profonde et noire qu'on pourrait nommer l'anxiété du soleil absent. Le vent ne venant pas de la mer, l'eau de la crique était calme. C'était, en hiver surtout, une exception heureuse. Ces criques de Portland sont presque toujours des havres de bar. La mer dans les gros temps s'y émeut considérablement, et il faut beaucoup d'adresse et de routine pour passer là en sûreté. Ces petits ports, plutôt apparents que réels, font un mauvais service. Il est redoutable d'y entrer et terrible d'en sortir. Ce soir-là, par extraordinaire, nul péril. L'ourque de Biscaye est un ancien gabarit tombé en désuétude. Cette ourque, qui a rendu des services, même à la marine militaire, était une coque robuste, barque par la dimension, navire par la solidité. Elle figurait dans l'armada. L'ourque de guerre atteignait, il est vrai, de fort tonnage. Ainsi, la capitainesse Grand Griffon, montée par Lope de Médina, jaugeait 650 tonneaux et portait 40 canons. Mais l'ourque marchande et contrebandière était d'un très faible échantillon. Les gens de mer estimaient et considéraient ce gabarit chétif. Les cordages de l'ourque étaient formés de tourons de chanvre, quelques-uns avec âme en fil de fer, ce qui indique une intention probable, quoique peu scientifique, d'obtenir des indications dans les cas de tension magnétique. La délicatesse de ce gréement n'excluait point les gros câbles de fatigue, les cabrillas des galères espagnoles et les camélies des trirèmes romaines. La barre était très longue, ce qui a l'avantage d'un grand bras de levier, mais l'inconvénient d'un petit arc d'effort. 2 rouets dans 2 clans au bout de la barre corrigeaient ce défaut et réparaient un peu cette perte de force. La boussole était bien logée dans un habitacle parfaitement carré et bien balancée par ses 2 cadres de cuivre placés l'un dans l'autre horizontalement sur de petits boulons comme dans les lampes de Cardan. Il y avait de la science et de la subtilité dans la construction de l'ourque, mais c'était de la science ignorante et de la subtilité barbare. L'ourque était primitive comme la prame et la pirogue, participée de la prame par la stabilité
et de la pirogue par la vitesse, et avait, comme toutes les embarcations nées de l'instinct pirate et pêcheur, de remarquables qualités de mer. Elle était propre aux eaux fermées et aux eaux ouvertes. Son jeu de voile, compliqué d'été et très particulier, lui permettait de naviguer petitement dans les baies closes des Asturies, qui sont presque des bassins, comme Passage par exemple, et largement en pleine mer. Elle pouvait faire le tour d'un lac et le tour du monde. Singulières nefs à deux fins, bonnes pour les temps et bonnes pour la tempête. L'Ourcq était parmi les navires ce qu'est le hochequeux parmi les oiseaux, un des plus petits et un des plus hardis. Le hochequeux, perché, fait à peine plier un roseau, et envolé, traverse l'océan. Les ourques de Biscaye, même les plus pauvres, étaient dorées et peintes. Ce tatouage est dans le génie de ces peuples charmants un peu sauvages. Le sublime bariolage de leurs montagnes, quadrillées de neiges et de prairies, leur révèle le prestige âpre de l'ornement quand même. Ils sont indigents et magnifiques. Ils mettent des armoiries à leurs chaumières. Ils ont de grands ânes qu'ils chamarrent de grelots et de grands bœufs qu'ils coiffent de plumes. Leurs chariots, dont on entend à 2 lieues grincer les roues, sont enluminés, ciselés et enrubannés. Un savetier a un bas-relief sur sa porte. C'est 5 crépins et une savate, mais c'est en pierre. Ils galonnent leur veste de cuir, ils ne recousent pas le haillon, mais ils le brodent. Gaieté profonde et superbe. Les Basques sont, comme les Grecs, des fils du soleil. Tandis que le Valencien se drape nu et triste dans sa couverture de laine rousse trouée pour le passage de la tête, les gens de Galice et de Biscaye ont la joie des belles chemises de toile blanchies à la rosée. Leurs seuils et leurs fenêtres regorgent de faces blondes et fraîches, riant sous les guirlandes de maïs. Une sérénité joviale et fière éclate dans leurs arts naïfs, dans leurs industries, dans leurs coutumes, dans la toilette des filles, dans les chansons. La montagne, cette masure colossale, est en Biscaye toute lumineuse. Les rayons entrent et sortent par toutes ses brèches. Le farouche Jaïsquivel est plein d'idylles. La Biscaye est la Grâce pyrénéenne comme la Savoie est la Grâce alpestre. Les redoutables baies qui avoisinent Saint-Sébastien, les eaux et Fontarabie, mêlent aux tourmentes, aux nuées, aux écumes par-dessus les caps, aux rages de la vague et du vent, l'horreur, au fracas des batelières couronnées de roses. Qui a vu le Pays basque veut le revoir. C'est la terre bénie. 2 récoltes par an, des villages gais et sonores, une pauvreté altière, tout le dimanche un bruit de guitare, danse, castagnettes, amour, des maisons propres et claires, les cigognes dans les clochers. Revenons à Portland, âpre montagne de la mer. La presqu'île de Portland, vue en plan géométral, offre l'aspect d'une tête d'oiseau dont le bec est tourné vers l'océan et l'occiput vers Weymouth, l'isthme et le cou. Portland, au grand dommage de sa sauvagerie, existe aujourd'hui pour l'industrie. Les côtes de Portland ont été découvertes par les carriers et les plâtriers vers le milieu du XVIIIe siècle. Depuis cette époque, avec la roche de Portland, on fait du ciment dit romain, exploitation utile qui enrichit le pays et défigure la baie. Il y a 200 ans, ces côtes étaient ruinées comme une falaise. Aujourd'hui, elles sont ruinées comme une carrière. La pioche mord petitement et le flot grandement. De là une diminution de beauté. Au gaspillage magnifique de l'océan a succédé la coupe réglée de l'homme. Cette coupe réglée a supprimé la crique où était amarrée l'ourque biscayenne. Pour retrouver quelques vestiges de ce petit mouillage démoli, il faudrait chercher sur la côte orientale de la presqu'île, vers la pointe, au-delà de Folly Pier et de Doddlebyre, au-delà même de Wakeham, entre le lieu dit Church Hope et le lieu dit Southwell. La crique, murée de tous les côtés par des escarpements plus hauts qu'elle n'était large, était de minute en minute plus envahie par le soir. La brume trouble, propre au crépuscule, s'y épaississait. C'était comme une crue d'obscurité au fond d'un puits. La sortie de la crique sur la mer, couloir étroit, dessinait dans cet intérieur presque nocturne, où le flot remuait, une fissure blanchâtre. Il fallait être tout près pour apercevoir l'ourque amarrée au rocher et comme cachée dans leur grand manteau d'ombre. Une planche jetée du bord à une saillie basse et plate de la falaise, unique point où l'on put prendre pied, mettait la barque en communication avec la terre. Des formes noires marchaient et se croisaient sur ce pont branlant, et dans ces ténèbres des gens s'embarquaient. Il faisait moins froid dans la crique qu'en mer, grâce à l'écran de roches dressé au nord de ce bassin, diminution qui n'empêchait pas ces gens de grelotter. Ils se hâtaient.
Les effets de crépuscule découpent les formes à l'emporte-pièce. De certaines dentelures à leurs habits étaient visibles et montraient que ces gens appartenaient à la classe nommée en Angleterre « the ragged », c'est-à-dire les déguenillés. On distinguait vaguement dans les reliefs de la falaise la torsion d'un sentier. Une fille qui laisse pendre et traîner son lacet sur un dossier de fauteuil dessine, sans s'en douter, à peu près tous les sentiers de falaise et de montagne. Le sentier de cette crique, plein de nœuds et de coudes, presque à pic, et meilleur pour les chèvres que pour les hommes, aboutissait à la plateforme où était la planche. Les sentiers de falaise sont habituellement d'une déclivité peu tentante. Ils s'offrent moins comme une route que comme une chute. Ils croulent plutôt qu'ils ne descendent. Celui-ci, ramification vraisemblable de quelques chemins dans la plaine, était désagréable à regarder, tant il était vertical. On le voyait d'en bas gagner en zigzag les assises hautes de la falaise d'où il débouchait, à travers des effondrements sur le plateau supérieur par une entaille au rocher. C'est par ce sentier qu'avaient dû venir les passagers que cette barque attendait dans cette crique. Autour du mouvement d'embarquement qui se faisait dans la crique, mouvement visiblement effaré et inquiet, tout était solitaire. On n'entendait ni un pas, ni un bruit, ni un souffle. À peine apercevait-on, de l'autre côté de la rade, à l'entrée de la baie de Ringstead, une flottille, évidemment fourvoyée, de bateaux pêchaient le requin. Ces bateaux polaires avaient été chassés des eaux danoises dans les eaux anglaises par les bizarreries de la mer. Les bises boréales jouent de ces tours aux pêcheurs. Ceux-ci venaient de se réfugier au mouillage de Portland, signe de mauvais temps présumable et de péril au large. Ils étaient occupés à jeter l'ancre, la maîtresse barque, placée en vedette selon l'ancien usage des flottilles norvégiennes, dessinait en noir tout son gréement sur la blancheur plate de la mer, et l'on voyait à l'avant la fourche de pêche portant toutes les variétés de crocs et de harpons destinés au Semnus glacialis, au Squalus acanthias et au Squalus spinax niger, et le filet à prendre la grande sélâche. À ces quelques embarcations près, toutes balayées dans le même coin, l'œil, en ce vaste horizon de Portland, ne rencontrait rien de vivant. Pas une maison, pas un navire. La côte à cette époque n'était pas habitée, et la rade en cette saison n'était pas habitable. Quel que fût l'aspect du temps, les êtres qu'allait emmener l'ourque biscayenne n'en pressaient pas moins le départ. Ils faisaient au bord de la mer une sorte de groupe affairé et confus, aux allures rapides. Les distinguer l'un de l'autre était difficile. Impossible de voir s'ils étaient vieux ou jeunes. Le soir indistinct les mêlait et les estompait. L'ombre, ce masque, était sur leur visage. C'étaient des silhouettes dans la nuit. Ils étaient 8. Il y avait probablement parmi eux une ou deux femmes, malaisées à reconnaître sous les déchirures et les loques dont tout le groupe était affublé, accoutrements qui n'étaient plus ni des vêtements de femmes ni des vêtements d'hommes. Les haillons n'ont pas de sexe. Une ombre plus petite, allant et venant parmi les grandes, indiquait un nain ou un enfant. C'était un enfant. 2. Isolement. En observant de près, voici ce qu'on eût pu noter. Tous portaient de longues capes, percées et rapiécées, mais drapées, et au besoin les cachant jusqu'aux yeux, bonnes contre la bise et la curiosité. Sous ces capes, ils se mouvaient agilement. La plupart étaient coiffés d'un mouchoir roulé autour de la tête, sorte de rudiment par lequel le turban commence en Espagne. Cette coiffure n'avait rien d'insolite en Angleterre. Le midi à cette époque était à la mode dans le Nord. Peut-être cela tenait-il à ce que le Nord battait le midi. Il en triomphait et l'admirait. Après la défaite de l'Armada, le Castillan fut chez Élisabeth un élégant baragouin de cour. Parler anglais chez la reine d'Angleterre était presque shocking. Subir un peu les mœurs de ceux à qui l'on fait la loi, c'est l'habitude du vainqueur barbare vis-à-vis le vaincu raffiné. Le tartare contemple et imite le chinois. C'est pourquoi les modes castillanes pénétraient en Angleterre. En revanche, les intérêts anglais s'infiltraient en Espagne. Un des hommes du groupe qui s'embarquait avait un air de chef. Il était chaussé d'alpargates et attifé de guenilles passementées et dorées et d'un gilet de paillon luisant sous sa cape comme un ventre de poisson. Un autre rabattait sur son visage un vaste feutre taillé en sombrero. Ce feutre n'avait pas de trou pour la pipe, ce qui indiquait un homme lettré. L'enfant par-dessus ses loques était affublé, selon le principe qu'une veste d'homme est un manteau d'enfant, d'une sous-quenille de gabier qui lui descendait jusqu'aux genoux.
Sa taille laissait deviner un garçon de 10 à 11 ans. Il était pieds nus. L'équipage de l'Ourcq se composait d'un patron et de 2 matelots. L'Ourcq, vraisemblablement, venait d'Espagne et y retournait. Elle faisait sans nul doute d'une côte à l'autre un service furtif. Les personnes qu'elle était en train d'embarquer chuchotaient entre elles. Le chuchotement que ces êtres échangeaient était composite, tantôt un mot castillan, tantôt un mot allemand, tantôt un mot français, parfois du gallois, parfois du basque. C'était un patois, à moins que ce ne fût un argot. Ils paraissaient être de toutes les nations et de la même bande. L'équipage était probablement des leurs. Il y avait de la connivence dans cet embarquement. Cette troupe bariolée semblait être une compagnie de camarades, peut-être un tas de complices. S'il y eût eu un peu plus de jour, et si l'on eût regardé un peu curieusement, on eût aperçu sur ces gens des chapelets et des scapulaires dissimulés à demi sous les guenilles. Un des à peu près de femmes mêlées au groupe avait un rosaire presque pareil pour la grosseur des grains à un rosaire de derviche, et facile à reconnaître pour un rosaire irlandais de l'Animtefry, qu'on appelle aussi l'Anandifry. On eût également pu remarquer, s'il y avait eu moins d'obscurité, une Nuestra Señora avec le Niño sculpté et doré à l'avant de l'Ourcq. C'était probablement la Notre-Dame basque, sorte de Panagia des vieux Cantabres. Sous cette figure, tenant lieu de poupée de proue, il y avait une cage à feu, point allumée en ce moment, excès de précaution qui indiquait un extrême souci de se cacher. Cette cage à feu était évidemment à 2 fins. Quand on l'allumait, elle brûlait pour la Vierge et éclairait la mer, fanal faisant fonction de cierge. Le taille-mer, long, courbe et aigu sous le beaupré, sortait de l'avant comme une corne de croissant. À la naissance du taille-mer, au pied de la Vierge, était agenouillé un ange adossé à l'étrave, ailes ployées, et regardant l'horizon avec une lunette. L'ange était doré comme la Notre-Dame. Il y avait dans le taille-mer des jours et des claires-voies pour laisser passer les lames, occasion de dorures et d'arabesques. Sous la Notre-Dame était écrit en majuscules dorées le mot « Matutina », nom du navire, illisible en ce moment à cause de l'obscurité. Au pied de la falaise était déposé, en désordre dans le pêle-mêle du départ, le chargement que ces voyageurs emportaient et qui, grâce à la planche servant de pont, passait rapidement du rivage dans la barque. Des sacs de biscuits, une caque de stockfish, une boîte de portative soupe, 3 barils, un d'eau douce, un de malt, un de goudron, 4 ou 5 bouteilles d'âle, un vieux porte-manteau bouclé dans des courroies, des malles, des coffres, une balle d'étoupe pour torches et signaux, tel était ce chargement. Ces déguenillés avaient des valises, ce qui semblait indiquer une existence nomade. Les gueux ambulants sont forcés de posséder quelque chose. Ils voudraient bien parfois s'envoler comme des oiseaux, mais ils ne peuvent à moins d'abandonner leur gagne-pain. Ils ont nécessairement des caisses d'outils et des instruments de travail, quelle que soit leur profession errante. Ceux-ci traînaient ce bagage, embarras dans plus d'une occasion. Il n'avait pas dû être aisé d'apporter ce déménagement au bas de cette falaise. Ceci, du reste, révélait une intention de départ définitif. On ne perdait pas le temps. C'était un passage continuel du rivage à la barque et de la barque au rivage. Chacun prenait sa part de la besogne. L'un portait un sac, l'autre un coffre. Les femmes possibles ou probables, dans cette promiscuité, travaillaient comme les autres. On surchargeait l'enfant. Si cet enfant avait dans ce groupe son père et sa mère, cela est douteux. Aucun signe de vie ne lui était donné. On le faisait travailler, rien de plus. Il paraissait non un enfant dans une famille, mais un esclave dans une tribu. Il servait tout le monde, et personne ne lui parlait. Du reste, il se dépêchait, et comme toute cette troupe obscure dont il faisait partie, il semblait n'avoir qu'une pensée, s'embarquer bien vite. Savait-il pourquoi? Probablement non. Il se hâtait machinalement, parce qu'il voyait les autres se hâter. L'Ourcq était ponté. L'arrimage du chargement dans la cale fut promptement exécuté. Le moment de prendre le large arriva. La dernière caisse avait été portée sur le pont, il n'y avait plus à embarquer que les hommes. Les 2 de cette troupe qui semblaient les femmes étaient déjà à bord. 6, dont l'enfant, étaient encore sur la plateforme basse de la falaise. Le mouvement de départ se fit dans le navire, le patron saisit la barre, un matelot prit une hache pour trancher le câble d'amarrage. Trancher, signe de hâte. Quand on a le temps, on dénoue. « Andamos !» dit à demi-voix celui des 6 qui paraissait le chef, et qui avait des paillettes sur ses guenilles.
L'enfant se précipita vers la planche pour passer le premier. Comme il y mettait le pied, deux des hommes se ruant au risque de le jeter à l'eau entrèrent avant lui. Un troisième l'écarta du coude et passa. Le quatrième le repoussa du poing et suivit le troisième, le cinquième, qui était le chef, bondit plutôt qu'il n'entra dans la barque, et en y sautant, poussa du talon la planche qui tomba à la mer. Un coup de hache coupa l'amarre, la barre du gouvernail vira, le navire quitta le rivage, et l'enfant resta à terre. 3. Solitude. L'enfant demeura immobile sur le rocher, l'œil fixe. Il n'appela point, il ne réclama point. C'était inattendu pourtant. Il ne dit pas une parole. Il y avait dans le navire le même silence. Pas un cri de l'enfant vers ses hommes, pas un adieu de ses hommes à l'enfant. Il y avait des deux parts une acceptation muette de l'intervalle grandissant. C'était comme une séparation de mannes au bord d'un Styx. L'enfant, comme clou sur la roche que la marée haute commençait à baigner, regarda la barque s'éloigner. On eût dit qu'il comprenait. Quoi? Que comprenait-il? L'ombre. Un moment après, l'ourque atteignit le détroit de sortie de la crique et s'y engagea. On aperçut la pointe du mât sur le ciel clair au-dessus des blocs fendus entre lesquels serpentait le détroit comme entre deux murailles. Cette pointe erra au haut des roches et sembla s'y enfoncer. On ne la vit plus. C'était fini. La barque avait pris la mer. L'enfant regarda cet évanouissement. Il était étonné, mais rêveur. Sa stupéfaction se compliquait d'une sombre constatation de la vie. Il semblait qu'il y eût de l'expérience dans cet être commençant. Peut-être jugeait-il déjà. L'épreuve arrivait trop tôt. Construit parfois au fond de la réflexion obscure des enfants, on ne sait quelle balance redoutable où ces pauvres petites âmes pèsent Dieu. Se sentant innocent, il consentait. Pas une plainte. L'irréprochable ne reproche pas. Cette brusque élimination qu'on faisait de lui ne lui arracha pas même un geste. Il eut une sorte de refroidissement intérieur. Sous cette subite voie de fée du sort qui semblait mettre le dénouement de son existence presque avant le début, l'enfant ne fléchit pas. Il reçut ce coup de foudre, debout. Il était évident, pour qui eût vu son étonnement sans accablement, que dans ce groupe qu'il abandonnait, rien ne l'aimait et il n'aimait rien. Pensif, il oubliait le froid. Tout à coup, l'eau lui mouilla les pieds, la marée montait, une haleine lui passa dans les cheveux, la bise s'élevait. Il frissonna. Il eut de la tête aux pieds ce tremblement qui est le réveil. Il jeta les yeux autour de lui. Il était seul. Il n'y avait pas eu pour lui jusqu'à ce jour sur la terre d'autres hommes que ceux qui étaient en ce moment dans l'ourque. Ces hommes venaient de se dérober. Ajoutons, chose étrange à énoncer, que ces hommes, les seuls qu'il connut, lui étaient inconnus. Il n'eût pu dire qui étaient ces hommes. Son enfance s'était passée parmi eux, sans qu'il eût la conscience d'être des leurs. Il leur était juxtaposé, rien de plus. Il venait d'être oublié par eux. Il n'avait pas d'argent sur lui, pas de souliers aux pieds, à peine un vêtement sur le corps, pas même un morceau de pain dans sa poche. C'était l'hiver, c'était le soir. Il fallait marcher plusieurs lieues avant d'atteindre une habitation humaine. Il ignorait où il était. Il ne savait rien, sinon que ceux qui étaient venus avec lui au bord de cette mer s'en étaient allés sans lui. Il se sentit mis hors de la vie. Il sentait l'homme manqué sous lui. Il avait 10 ans. L'enfant était dans un désert, entre des profondeurs où il voyait monter la nuit et des profondeurs où il entendait gronder les vagues. Il étira ses petits bras maigres et bâilla. Puis, brusquement, comme quelqu'un qui prend son parti, hardi, et se dégourdissant et avec une agilité d'écureuil, de clown peut-être, il tourna le dos à la crique et se mit à monter le long de la falaise. Il escalada le sentier, le quitta et revint, alerte et se risquant. Il se hâtait maintenant vers la terre. On eût dit qu'il avait un itinéraire. Il n'avait nulle part pourtant. Il se hâtait sans but, espèce de fugitif devant la destinée. Gravir est de l'homme, grimper est de la bête. Il gravissait et grimpait. Les escarpements de Portland étaient tournés au sud, il n'y avait presque pas de neige dans le sentier. L'intensité du froid avait d'ailleurs fait de cette neige une poussière, assez incommode aux marcheurs. L'enfant s'en tirait. Sa veste d'homme, trop large, était une complication et le gênait. De temps en temps, il rencontrait sur un surplomb ou dans une déclivité un peu de glace qui le faisait tomber. Il se raccrochait à une branche sèche ou à une saillie de pierre, après avoir pendu quelques instants sur le précipice.
Une fois, il eut à faire une veine de brèche qui s'écroula brusquement sous lui, l'entraînant dans sa démolition. Ces effondrements de la brèche sont perfides. L'enfant eut durant quelques secondes le glissement d'une tuile sur un toit. Il dégringola jusqu'à l'extrême bord de la chute. Une touffe d'herbe empoignée à propos le sauva. Il ne cria pas plus devant l'abîme qu'il n'avait crié devant les hommes. Il s'affermit et remonta silencieux. L'escarpement était haut. Il eut ainsi quelques péripéties. Le précipice s'aggravait de l'obscurité. Cette roche verticale n'avait pas de fin. Elle reculait devant l'enfant dans la profondeur d'en haut. À mesure que l'enfant montait, le sommet semblait monter. Tout en grimpant, il considérait cet entablement noir, posé comme un barrage entre le ciel et lui. Enfin, il arriva. Il sauta sur le plateau. On pourrait presque dire il prit terre, car il sortait du précipice. À peine fut-il hors de l'escarpement qu'il grelotta. Il sentit à son visage la bise, cette morsure de la nuit. L'aigre vent du nord-ouest soufflait. Il serra contre sa poitrine sa serpillière de matelot. C'était un bon vêtement. Cela s'appelle en langage du bord un surroi, parce que cette sorte de vareuse-là est peu pénétrable aux pluies du sud-ouest. L'enfant parvenu sur le plateau s'arrêta, posa fermement ses deux pieds nus sur le sol gelé, et regarda. Derrière lui la mer, devant lui la terre, au-dessus de sa tête, le ciel. Mais un ciel sans astre. Une bruine opaque masquait le zénith. En arrivant au haut du mur de rocher, il se trouvait tourné du côté de la terre, il la considéra. Elle était devant lui à perte de vue, plate, glacée, couverte de neige. Quelques touffes de bruyère frissonnaient. On ne voyait pas de route. Rien. Pas même une cabane de berger. On apercevait çà et là des tournoiements de spirales blêmes qui étaient des tourbillons de neige fine arrachés de terre par le vent et s'envolant. Une succession d'ondulations de terrain, devenues tout de suite brumeuses, se plissait dans l'horizon. Les grandes plaines ternes se perdaient sous le brouillard blanc. Silence profond. Cela s'élargissait comme l'infini et se taisait comme la tombe. L'enfant se retourna vers la mer. La mer comme la terre était blanche, l'une de neige, l'autre d'écume. Rien de mélancolique comme le jour que faisait cette double blancheur. Certains éclairages de la nuit ont des duretés très nettes. La mer était de l'acier, les falaises étaient de l'ébène. De la hauteur où était l'enfant, la baie de Portland apparaissait presque en carte géographique, blafarde dans son demi-cercle de collines. Il y avait du rêve dans ce paysage nocturne. Une rondeur pâle engagée dans un croissant obscur, la lune offre quelquefois cet aspect. D'un cap à l'autre, dans toute cette côte, on n'apercevait pas un seul scintillement indiquant un foyer allumé, une fenêtre éclairée, une maison vivante. Absence de lumière sur la terre comme au ciel, pas une lampe en bas, pas un astre en haut. Les larges aplanissements des flots dans le golfe avaient çà et là des soulèvements subits. Le vent dérangeait et fronçait cette nappe. L'ourque était encore visible dans la baie, fuyant. C'était un triangle noir qui glissait sur cette lividité. Au loin, confusément, les étendues d'eau remuaient dans le clair-obscur sinistre de l'immensité. La Matutina filait vite. Elle décroissait de minute en minute. Rien de rapide comme la fonte d'un navire dans les lointains de la mer. À un certain moment, elle alluma son fanal de proue. Il est probable que l'obscurité se faisait inquiétante autour d'elle, et que le pilote sentait le besoin d'éclairer la vague. Ce point lumineux, scintillation aperçue de loin, adhérait lugubrement sa haute et longue forme noire. On eût dit un linceul debout et en marche au milieu de la mer, sous lequel rôderait quelqu'un qui aurait à la main une étoile. Il y avait dans l'air une imminence d'orage. L'enfant ne s'en rendait pas compte, mais un marin eût tremblé. C'était cette minute d'anxiété préalable où il semble que les événements vont devenir des personnes et qu'on va assister à la transfiguration mystérieuse du vent en Aquilon. La mer va être océan, les forces vont se révéler volonté. Ce qu'on prend pour une chose est une âme. On va le voir. De là l'horreur. L'âme de l'homme redoute cette confrontation avec l'âme de la nature. Un chaos allait faire son entrée. Le vent, froissant le brouillard et échafaudant les nuées derrière, posait le décor de ce drame terrible de la vague et de l'hiver qu'on appelle une tempête de neige. Le symptôme des navires rentrant se manifestait. Depuis quelques moments, la rade n'était plus déserte. À chaque instant surgissaient de derrière les capes des barques inquiètes se hâtant vers le mouillage. Les unes doublaient le Portland Bill, les autres le Saint-Alban Head. Du plus extrême lointain, des voiles venaient. C'était à qui se réfugierait. Au sud, l'obscurité s'épaississait,
et les nuages pleins de nuit se rapprochaient de la mer. La pesanteur de la tempête en surplomb et pendante apaisait lugubrement le flot. Ce n'était point le moment de partir. L'Ourcq était partie cependant. Elle avait mis le cap au sud. Elle était déjà hors du golfe et en haute mer. Tout à coup, la bise souffla en rafales. La Matutina, qu'on distinguait encore très nettement, se couvrit de toile, comme résolue à profiter de l'ouragan. C'était le noroît, qu'on nommait jadis vent de galerne, bise sournoise et colère. Le noroît eut tout de suite sur l'Ourcq un commencement d'acharnement. L'Ourcq, prise de côté, pencha, mais n'hésita pas, et continua sa course vers le large. Ceci indiquait une fuite plutôt qu'un voyage, moins de crainte de la mer que de la terre, et plus de souci de la poursuite des hommes que de la poursuite des vents. L'Ourcq, passant par tous les degrés de l'amoindrissement, s'enfonça dans l'horizon. La petite étoile qu'elle traînait dans l'ombre pâlit. L'Ourcq, de plus en plus amalgamé à la nuit, disparut. Cette fois, c'était pour jamais. Du moins l'enfant parut le comprendre. Il cessa de regarder la mer. Ses yeux se reportèrent sur les plaines, les landes, les collines, vers les espaces où il n'était pas impossible peut-être de faire une rencontre vivante. Il se mit en marche dans cet inconnu. 4. Question. Qu'était-ce que cette espèce de bande en fuite laissant derrière elle cet enfant? Ces évadés étaient-ils des comprachicos? On a vu plus haut le détail des mesures prises par Guillaume III et votées en Parlement contre les malfaiteurs, hommes et femmes, dits comprachicos, dits comprapequeños, dits chelas. Il y a des législations dispersantes. Ce statut tombant sur les comprachicos détermina une fuite générale, non seulement des comprachicos, mais des vagabonds de toutes sortes. Ce fut à qui se déroberait et s'embarquerait. La plupart des comprachicos retournèrent en Espagne. Beaucoup, nous l'avons dit, étaient basques. Cette loi protectrice de l'enfance eut un premier résultat bizarre. Un subit délaissement d'enfants. Ce statut pénal produisit immédiatement une foule d'enfants trouvés, c'est-à-dire perdus. Rien de plus aisé à comprendre. Toute troupe nomade contenant un enfant était suspecte. Le seul fait de la présence de l'enfant la dénonçait. Ce sont probablement des comprachicos. Telle était la première idée du shérif, du prévôt, du comptable. De là, des arrestations et des recherches. Des gens simplement misérables, réduits à rôder et mendier, étaient pris de la terreur de passer pour comprachicos, bien que ne l'étant pas. Mais les faibles sont peu rassurés sur les erreurs possibles de la justice. D'ailleurs, les familles vagabondes sont habituellement effarées. Ce qu'on reprochait aux comprachicos, c'était l'exploitation des enfants d'autrui. Mais les promiscuités de la détresse et de l'indigence sont telles qu'il eût été parfois malaisé à un père et à une mère de constater que leur enfant était leur enfant. D'où tenez-vous cet enfant? Comment prouver qu'on le tient de Dieu? L'enfant devenait un danger, on s'en défaisait. Fuir seul sera plus facile. Le père et la mère se décidaient à le perdre, tantôt dans un bois, tantôt sur une grève, tantôt dans un puits. On trouva dans les citernes des enfants noyés. Ajoutons que les comprachicos étaient, à l'imitation de l'Angleterre, traqués désormais par toute l'Europe. Le branle de les poursuivre était donné. Rien n'est tel qu'un grelot attaché. Il y avait désormais émulation de toutes les polices pour les saisir, et Las Gazilles n'était pas moins au guet que le constable. On pouvait lire encore, il y a 23 ans, sur une pierre de la porte d'Otero, une inscription intraduisible. Le code dans les mots brave l'honnêteté, où est du reste marquée par une forte indifférence pénale la nuance entre les marchands d'enfants et les voleurs d'enfants. Voici l'inscription, en castillan un peu sauvage. Aquí quedan las orejas de los complachicos y las bolsas de los robaniñeos, mientras que se van ellos al trabajo de mar. On le voit, les oreilles, etc., confisquées n'empêchaient point les galères. De là, un sauve-qui-peut parmi les vagabonds. Ils partaient effrayés, ils arrivaient tremblants. Sur tout le littoral d'Europe, on surveillait les arrivages furtifs. Pour une bande, s'embarquer avec un enfant était impossible, car débarquer avec un enfant était périlleux. Perdre l'enfant, c'était plutôt fait. Par qui l'enfant qu'on vient d'entrevoir dans la pénombre des solitudes de Portland était-il rejeté? Selon toute apparence, par des comprachicos. Et c'est la fin du chapitre 4. Nous allons marquer une courte pause, chers amis. J'espère que ça vous plaît.
J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous plaît. Alors, 10 mal. On voyage, vendredi on était en Angleterre et aujourd'hui aux US. M'écoute aux portes, oui, j'ai du mal à piger le lien entre Portland et la Biscaye, j'ai loupé un truc. Je sais pas. Tiens, attendez. Est-ce que. Attendez, je vais faire une recherche sur internet avant de dire de la merde. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a une île de Portland en Angleterre. Hein. Portland, c'est pas forcément les US. Hein. Donc je pense que, en effet, on parle plutôt de Portland en Angleterre, les amis. Je pense on n'est pas du tout parti aux US. Je pense qu'on est toujours en Angleterre. J'en suis sûr à 90%. Voilà, pour un petit peu dissiper vos doutes peut-être. Par contre, la Biscaye, j'ai du mal à me situer où est-ce que c'est. Ok, province du nord de l'Espagne. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, donc voilà, c'est vraiment le Pays Basque. Ok. Je n'étais point au courant. Carrément. Bon, bah, ça fait plaisir que ça vous plaise, les amis. Moi, j'aime toujours beaucoup. Mais justement, je trouve qu'il y a encore ce mélange de points très très forts et de points un petit peu faibles pour ma part, où c'est peut-être un petit peu sur certaines comment dire, sur certaines putain, j'ai très très chaud ce soir, désolé. Sur ça me déconcentre. Sur certaines phrases, enfin sur certains points, en fait, sur certains éléments, il a tendance à s'épandre à l'infini et à nous faire encore une fois ce que j'appelais l'autre fois un épandage de savoir infini. Et certes, c'est intéressant, mais parfois on se demande, bon, où est-ce qu'il veut en venir là. Il nous fait une accumulation de malades, de tout un tas de détails dont on se moque, entre guillemets. Mais c'est vraiment, si je dois chipoter et si je dois donner ce qui, moi, me plaît un petit peu moins dans l'œuvre. Sinon, à part ça, je trouve ça génialissime. Euh, je sais pas, je trouve ça tellement bien. Je trouve ça tellement bien. En fait, j'hallucine. Euh, c'est très bizarre ce que je veux dire, et ça n'engage que moi, hein, de toute manière. Encore une fois, lors des pauses comme ça, je ne donne que mon avis, mais j'hallucine qu'il n'y ait pas une plus grosse emphase sur Victor Hugo à l'école, en fait. Je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est moi dans mes études qui suis un peu passé à côté, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir pas lu ou très très peu lu du Victor Hugo. Bien sûr, j'en ai beaucoup entendu parler, bien sûr, je l'ai étudié, mais je ne crois pas avoir lu une œuvre précise de Victor Hugo, encore moins dans son intégralité lors de mes études, de quelque niveau que ce soit. Et j'ai pas l'impression qu'on met vraiment l'emphase sur Victor Hugo à dire à quel point c'est un putain d'auteur. Après, encore une fois, c'est peut-être juste selon mes goûts, selon ma sensibilité, mais je sais pas, je trouve qu'il est si doué, je trouve qu'il a un style si propre, parce qu'il a un style très complet, très complexe, qui en dit beaucoup, qui donne beaucoup de détails, et pourtant il arrive à être fluide, compréhensible, agréable. Il arrive à écrire des comparaisons, des métaphores, et des structures de phrases, à organiser des structures de phrases qui sont marquantes et qui sont parlantes. Il y a des trucs qu'il fait très très souvent. Par exemple, un truc qu'il fait très souvent, c'est un chiasme. C'est-à-dire de prendre deux éléments dans une phrase, puis de les inverser dans la phrase d'après. Ce qui est hyper efficace, je trouve, pour faire comprendre des choses. Donc ouais, il utilise très souvent la figure du chiasme. Il utilise très souvent aussi la règle de 3, j'ai envie d'appeler ça. C'est-à-dire l'accumulation par juxtaposition qui va par 3. Et ça, pareil, je trouve que c'est très très impactant. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tout un tas d'œuvres de toute manière. Je pense pas que ça ait un nom spécifique de figure de style, mais je sais que j'en ai déjà entendu parler par des gens qui étudient les lettres, quoi. De ce truc de 3 qui est efficace à l'esprit humain. Enfin voilà, sûrement à cause comment dire, de la tradition religieuse dans laquelle on a tous baigné malgré tout.
Même si on n'est absolument pas religieux, bah, on vit dans une société qui a été fortement marquée par la religion. Donc forcément la Trinité, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Donc je pense que ça nous a, entre guillemets, euh, moulé comme un moulage, hein, à penser de cette manière plus facilement, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui marche très très bien, la règle du par 3. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il fait beaucoup Victor Hugo, de commencer une phrase par un élément, de la poursuivre par un deuxième, et de la terminer par un troisième. Pareil, avec des liens logiques, ça peut être des liens différents, hein. Parfois c'est juste une virgule, et c'est juste, voilà, comme je disais, une accumulation par juxtaposition. Donc c'est vraiment proposition, virgule, point. Ou parfois justement avec des structures un peu plus travaillées, mais qui sont tout aussi impactantes, voire encore plus, où ça va être élément 1 et élément 2, donc élément 3. Ou ça va être élément 1, mais élément 2, donc élément 3. Enfin, voilà, il y a tous ces liens de cause à effet qui sont implicites dans la structure de certaines phrases et qui, je trouve, sont utilisés d'une main de maître par Victor Hugo. Et ouais, je trouve que sa manière d'écrire est juste hyper efficace, hyper parlante en fait. Et, et aussi que c'est... Comment expliquer? Et aussi qui crée un style même esthétique. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans l'efficacité et dans le partage de connaissances, de détails et compréhension de l'histoire. On est aussi dans un style qui est esthétique parce qu'il est rythmé, parce qu'il y a des jolis mots qui s'enchaînent d'une manière mélodieuse. Enfin voilà, il y a... Je trouve vraiment que... Enfin je sais pas. Je trouve vraiment que Victor Hugo, il a un putain de style. Il est putain de doué. Désolé, je suis grossier, dis donc. Et je peux pas ouvrir les fenêtres, dis mal, si j'ouvre les fenêtres, là je me fais dévorer par les moustiques, c'est terrible. Oh, trop marrant les couteaux portes. Trop marrant. Parce que Fontarabie, par exemple, je ne connaissais pas du tout. Faut dire que là, il y a beaucoup de termes que je connais pas, hein. Il y a beaucoup de lieux qu'il cite, voire des mots de vocabulaire dont j'ai jamais eu connaissance. En plus, il emploie pas mal de mots de langue étrangère. Et puis aussi des mots de métier, j'ai envie de dire, c'est-à-dire des mots très spécifiques à un corps de métier, ou des mots scientifiques un peu. Enfin voilà. Il y a vraiment... il y a vraiment un travail de recherche, je pense, assez faramineux sur l'écriture d'Hugo. Ce qui fait que, ouais, personnellement, il y a plein de références, voire de mots que j'ai pas. Et c'est vrai que Fontarabie, quand il parlait de Fontarabie, etc., j'étais là, ok, je sais pas c'est où. Genre, c'est un peu ce qui perd aussi, et c'est pour ça que je dis que c'est parfois un peu délétère le fait qu'il qu'il accumule comme ça tout un tas de savoirs. C'est que des fois, t'as l'impression de lire 3 phrases à la suite où il y a plein de noms de lieux que tu connais absolument pas et t'es complètement. Enfin, du coup, tu peux décrocher et avoir l'impression d'être un peu largué, quoi. Dit mal, je trouve qu'il a un style de conteur, il emploie des mots du vocable de la narration. Ajoutons, on eût dit, on ceci, on cela. Ouais, c'est pas faux, dit mal. Et franchement, ça m'étonne parce que justement, c'est une lecture que je gardais sous le coude depuis très longtemps en me disant est-ce que ça va bien marcher en live. Par bien marcher en live, j'entends est-ce que ça va bien se dire, est-ce que ça va bien aller à l'oralité. Et c'est vrai qu'au final, en effet, il y a dans sa manière de parler, euh, bah, comme si quelqu'un te racontait une histoire, quoi. Comme si un narrateur te racontait une histoire à l'oral. Donc au final, ouais, ça se prête très très bien, je trouve, à l'oralité. Encore une fois, malgré la grosse complexité, je trouve, de son style. Donc c'est super cool. On a l'impression d'un grand-père qui nous raconte une histoire. J'avoue, c'est ça. En plus, Victor Hugo, il a vraiment l'image du grand-père pour le coup. Je n'ai pas en tête une seule image de Victor Hugo pas vieux, quoi. Euh... Les couteaux portes. Je n'avais jamais entendu parler des comprachicos, même ici dans des expos à la médiathèque ou autre, jamais quelle est la part de vérité.
Alors ça, j'avoue que je ne m'y connais pas suffisamment en histoire personnellement, mais c'est vrai que c'est une question que je me posais déjà lors du live précédent, que ce serait très intéressant de savoir à quel point c'est romancé et à quel point il y a une part d'historique précis. J'ai l'impression quand même que Victor Hugo, il est, enfin même par ses autres grandes œuvres connues, que ce soit Notre-Dame de Paris, que ce soit Les Misérables et Tutti Quanti, j'ai quand même l'impression que Victor Hugo, même dans son style, ça se ressent. Il prend des infos quand même assez exactes, j'ai l'impression, et il ancre ses histoires dans quelque chose d'assez réaliste. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a tout un travail de recherche, de contextualisation très pointu. Donc j'aurais tendance à penser que c'est quelque chose de vraiment impactant au point qu'il le décrit. Après, faut se rappeler aussi. Alors attendez, est-ce que je peux retrouver ça? Faut se rappeler aussi que ce texte a été écrit en 1869. Donc 1869, déjà par rapport à nous, ça fait un petit temps. Et que dans l'œuvre, il nous parle d'événements passés en 1689. C'était ça tout à l'heure, je crois. Ouais, 1689. Donc encore quasiment 200 ans avant. Donc voilà. Dites-vous aussi que les choses sur lesquelles il nous renseigne, c'est peut-être un truc qu'il a farfouillé enfin, un petit truc dont il a eu vite fait connaissance, qui déjà à l'époque n'était peut-être pas quelque chose d'ultra connu, j'en sais rien, ou qui n'était plus quelque chose de très connu. Et puis lui, il a pris le fait, et peut-être il a été fouillé dans des bouquins, dans des documentations très pointues, pour donner du corps à son histoire. Donc je trouve ça, même si on n'en entend pas parler aujourd'hui et que c'est pas un fait très connu aujourd'hui, je pense que c'est possible que ce soit malgré tout très réaliste, entre guillemets. Les Basques font souvent étalage de leur culture et depuis 30 ans que j'habite ici, aucune référence. C'est peut-être un sujet pas plaisant. Ah bah je sais pas du tout, je t'avoue, les couteaux portes, encore une fois, je n'en ai aucune idée. Mais ce serait intéressant de se renseigner là-dessus, j'avoue. Dimal, 1689, j'ai cru entendre qu'il parlait de côtes découvertes au 18e siècle. Peut-être qu'à un moment il parle de ça aussi, ouais. Justement, c'est ça le truc, c'est que vu qu'il a tendance à s'envoler dans des grandes, comment on appelle ça, dans des grandes tirades encyclopédiques, peut-être que justement il mélange totalement des époques juste pour donner une spécification, tu vois, juste pour dire ah bah au fait il y a eu ça à telle année. Enfin tu vois, il aime bien rajouter ce genre d'infos, j'ai l'impression. Donc je sais pas, peut-être qu'à un moment il parle de côtes découvertes au XVIIIe siècle, je t'avoue ne plus me rappeler. Mais en tout cas, si j'ai bien suivi tout, l'histoire dont on parle, avec l'hiver, etc., oui voilà c'est ça, se passe a priori en janvier 1690 du coup. Je pense que c'est le temps de l'histoire quoi. Voilà voilà. Du coup, les couteaux portes, chiasme, encore un nouveau mot que tu nous apprends, j'avais beaucoup aimé pataquès une autre fois. Ah ouais, c'est vrai que j'aime bien sortir des mots comme ça. Mais encore une fois, c'est un truc, je le répète tout le temps, mais vraiment conseil d'amis entre guillemets que je vous fais. Euh, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a une sorte de d'excitation et ouais, je sais pas comment expliquer ça, de réjouissement entre guillemets, je trouve, à aller chercher des mots dans le dictionnaire. Je ne vous, encouragerai jamais assez. Dès qu'il y a un mot que vous ne connaissez pas, allez fouiller dans le dictionnaire, renseignez-vous sur son étymologie. Moi, c'est un truc qui me passionne, l'étymologie notamment. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, très très vite, t'apprends des mots et tu assimiles des mots que après t'arrives à ressortir sans trop de soucis. Et ouais, je sais pas, je trouve que c'est vachement intéressant pour aussi créer des liens entre plein de mots et tout. Enfin, je sais pas, j'adore faire ça.
C'est mon conseil d'ami du soir. Dès qu'il y a un mot que vous savez pas, allez dans le dictionnaire, ça vous prend 2 secondes et je pense vraiment que ça vous sera hyper bénéfique, que ce soit pour votre compréhension de tout un tas de choses qui vous entourent, que ce soit pour votre éloquence, que ce soit pour tout un tas de choses en vrai. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, on aurait pu faire ça parce que, comme je le disais, il y a pas mal de mots dont je n'ai absolument pas la connaissance dans ce que je viens de lire. Donc j'espère avoir fait des prononciations à peu près correctes. J'essaie au maximum. Quand c'est des mots français que je connais pas, j'essaie au maximum de le prononcer comme je pense que ça devrait se prononcer. Quand c'est des mots anglais, espagnol et tutti quanti, je suis beaucoup plus au culot et j'essaie de faire ça comme je pense que ça devrait se prononcer, mais sans grande conviction. Ça dépend des fois, on va dire, mais voilà. J'essaie de faire ça à peu près propre. Bonjour, je suis en retard, j'étais en train de penser pendant plus d'1 heure, oui. Il n'y a pas de souci, Mika, bienvenue, on est à la pause. Et d'ailleurs, je vais reprendre la lecture dans quelques secondes. Ouais, 10 mal, je pense vraiment. Encore une fois, je disais tout à l'heure à 90%, mais oui, c'est clair, je pense que on est à 99,99999 parce que je suis. Comment on appelle ça? Je suis partisan du doute. Donc voilà, on va dire que le doute est toujours permis. Mais je suis à 99,999% sûr qu'il s'agit de l'île de Portland en Angleterre. Sur ce, chers amis, quel est l'avenir de ce petit enfant seul dans la nuit? D'ailleurs, ça pareil, la manière dont il a écrit le chapitre Solitude, c'est Solitude, hein, je crois. Solitaire, peut-être? Solitude, solitaire? Solitude. Et le chapitre Question. Pareil, je trouve qu'il y a une habileté dans le rythme. Enfin, c'est génialissime. Parce que les premiers chapitres étaient avec des phrases beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes. Et là, dans ces chapitres-là, il est revenu à une simplicité, à des phrases courtes, sans arrêt. Et je trouve que c'est génial pour... J'ai un cheveu dans la bouche, pardon. Et je trouve que c'est génial pour justement pour l'ambiance qu'il veut apporter et pour signifier la solitude et l'émotion de l'enfant laissé seul comme ça d'un seul coup. Enfin, je trouve ça très très bien amené. Quand la langue et le rythme et le style sont en totale adéquation et en total soutien du propos, c'est parfait. Bref, on a encore 3 chapitres dans ce livre premier que je m'apprête à vous lire sans plus attendre. Je vous souhaite une bonne écoute à tous, bonne écoute Dimal, bonne écoute l'écoute aux portes, bonne écoute Mika Clark, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous reviens d'ici une bonne trentaine de minutes, encore une fois, pour l'outro du live. À tout à l'heure. Livre premier, suite. 5. L'arbre d'invention humaine. Il pouvait être environ 7 heures du soir. Le vent maintenant diminuait, signe de recrudescence prochaine. L'enfant se trouvait sur l'extrême plateau sud de la pointe de Portland. Portland est une presqu'île, mais l'enfant ignorait ce que c'est qu'une presqu'île et ne savait pas même ce mot, Portland. Il ne savait qu'une chose, c'est qu'on peut marcher jusqu'à ce qu'on tombe. Une notion est un guide. Il n'avait pas de notion. On l'avait amené là et laissé là. On et là, ces 2 énigmes représentaient toute sa destinée. On était le genre humain, là était l'univers. Il n'avait ici-bas absolument pas d'autre point d'appui que la petite quantité de terre où il posait le talon, terre dure et froide à la nudité de ses pieds. Dans ce grand monde crépusculaire ouvert de toutes parts, qu'y avait-il pour cet enfant? Rien. Il marchait vers ce rien. L'immense abandon des hommes était autour de lui. Il traversa diagonalement le premier plateau, puis un second, puis un troisième. À l'extrémité de chaque plateau, l'enfant trouvait une cassure de terrain. La pente était quelquefois abrupte, mais toujours courte. Les hautes plaines nues de la pointe de Portland ressemblent à de grandes dalles à demi engagées les unes sous les autres. Le côté sud semble entrer sous la plaine précédente, et le côté nord se relève sur la suivante.
Cela fait des ressauts que l'enfant franchissait agilement. De temps en temps, il suspendait sa marche et semblait tenir conseil avec lui-même. La nuit devenait très obscure, son rayon visuel se raccourcissait, il ne voyait plus qu'à quelques pas. Tout à coup il s'arrêta, écouta un instant, fit un imperceptible hochement de tête satisfait, tourna vivement et se dirigea vers une éminence de hauteur médiocre qu'il apercevait confusément à sa droite, au point de la plaine le plus rapproché de la falaise. Il y avait sur cette éminence une configuration qui semblait dans la brume un arbre. L'enfant venait d'entendre de ce côté un bruit, qui n'était ni le bruit du vent ni le bruit de la mer. Ce n'était pas non plus un cri d'animaux. Il pensa qu'il y avait là quelqu'un. En quelques enjambées, il fut au bas du monticule. Il y avait quelqu'un, en effet. Ce qui était indistinct au sommet de l'éminence était maintenant visible. C'était quelque chose comme un grand bras sortant de terre tout droit. À l'extrémité supérieure de ce bras, une sorte d'index, soutenu en dessous par le pouce, s'allongeait horizontalement. Ce bras, ce pouce et cet index dessinaient sur le ciel une équerre. Au point de jonction de cette espèce d'index et de cette espèce de pouce, il y avait un fil auquel pendait on ne sait quoi de noir et d'informe. Ce fil, remué par le vent, faisait le bruit d'une chaîne. C'était ce bruit que l'enfant avait entendu. Le fil était, vu de près, ce que son bruit annonçait, une chaîne. Chaîne marine aux anneaux à demi pleins. Par cette mystérieuse loi d'amalgame qui dans la nature entière superpose les apparences aux réalités, le lieu, l'heure, la brume, la mer tragique, les lointains tumultes visionnaires de l'horizon, s'ajoutaient à cette silhouette et la faisaient énorme. La masse liée à la chaîne offrait la ressemblance d'une gaine. Elle était emmaillotée comme un enfant et longue comme un homme. Il y avait en haut une rondeur autour de laquelle l'extrémité de la chaîne s'enroulait. La gaine se déchiquetait à sa partie inférieure. Des décharnements sortaient de ces déchirures. Une brise faible agitait la chaîne, et ce qui pendait à la chaîne vacillait doucement. Cette masse passive obéissait au mouvement diffus des étendues. Elle avait on ne sait quoi de panique. L'horreur qui disproportionne les objets lui ôtait presque la dimension en lui laissant le contour. C'était une condensation de noirceur ayant un aspect. Il y avait de la nuit dessus, et de la nuit dedans. Cela était en proie au grandissement sépulcral. Les crépuscules, les levées de lune, les descentes de constellations derrière les falaises, les flottaisons de l'espace, les nuages, toute la rose des vents, avaient fini par entrer dans la composition de ce néant visible. Cette espèce de bloc quelconque suspendu dans le vent participait de l'impersonnalité éparse au loin sur la mer et dans le ciel, et les ténèbres achevaient cette chose qui avait été un homme. C'était ce qui n'est plus. Être un reste, ceci échappe à la langue humaine. Ne plus exister et persister, être dans le gouffre et dehors, reparaître au-dessus de la mort comme insubmersible. Il y a une certaine quantité d'impossible mêlée à de telles réalités. De là, l'indicible. Cet être, était-ce un être? Ce témoin noir était un reste, et un reste terrible. Reste de quoi? De la nature d'abord, de la société ensuite. Zéro et total. L'inclémence absolue l'avait à sa discrétion. Les profonds oublis de la solitude l'environnaient. Il était livré aux aventures de l'ignoré. Il était sans défense contre l'obscurité qui en faisait ce qu'elle voulait. Il était à jamais le patient. Il subissait. Les ouragans étaient sur lui. Lugubre fonction des souffles. Ce spectre était là au pillage. Il endurait cette voie de fait horrible, la pourriture en plein vent. Il était hors la loi du cercueil. Il avait l'anéantissement sans la paix. Il tombait en cendres l'été et en boue l'hiver. La mort doit avoir un voile, la tombe doit avoir une pudeur. Ici ni pudeur ni voile. La putréfaction cynique et en aveu. Il y a de l'effronterie à la mort à montrer son ouvrage. Elle fait insulte à toute la sérénité de l'ombre quand elle travaille hors de son laboratoire, le tombeau. Cet être expiré était dépouillé. Dépouiller une dépouille, inexorable achèvement. Sa moelle n'était plus dans ses os, ses entrailles n'étaient plus dans son ventre, sa voix n'était plus dans son gosier. Un cadavre est une poche que la mort retourne et vide. S'il avait eu un moi, où ce moi était-il? Là encore peut-être, et c'était poignant à penser. Quelque chose d'errant autour de quelque chose d'enchaîné. Peut-on se figurer dans l'obscurité un linéament plus funèbre? Il existe des réalités ici-bas qui sont comme des issues sur l'inconnu,
par où la sortie de la pensée semble possible et où l'hypothèse se précipite. La conjecture a son compelle intrare. Si l'on passe en certains lieux et devant certains objets, on ne peut faire autrement que de s'arrêter en proie au songe et de laisser son esprit s'avancer là-dedans. Il y a dans l'invisible d'obscures portes entrebâillées. Nul n'eût pu rencontrer ce trépassé sans méditer. La vaste dispersion l'usait silencieusement. Il avait eu du sang qu'on avait bu, de la peau qu'on avait mangée, de la chair qu'on avait volée. Rien n'avait passé sans lui prendre quelque chose. Décembre lui avait emprunté du froid, minuit de l'épouvante, le fer de la rouille, la peste des miasmes, la fleur des parfums. Sa lente désagrégation était un péage, péage du cadavre à la rafale, à la pluie, à la rosée, aux reptiles, aux oiseaux. Toutes les sombres mains de la nuit avaient fouillé ce mort. C'était on ne sait quel étrange habitant, l'habitant de la nuit. Il était dans une plaine et sur une colline et il n'y était pas. Il était palpable et évanoui. Il était de l'ombre, complétant les ténèbres. Après la disparition du jour, dans la vaste obscurité silencieuse, il devenait lugubrement d'accord avec tout. Il augmentait, rien que parce qu'il était là, le deuil de la tempête et le calme des astres. L'inexprimable qui est dans le désert se condensait en lui. Épave d'un destin inconnu, il s'ajoutait toutes les farouches réticences de la nuit. Il y avait dans son mystère une vague réverbération de toutes les énigmes. On sentait autour de lui comme une décroissance de vie allant jusqu'aux profondeurs. Il y avait dans les étendues environnantes une diminution de certitude et de confiance. Le frisson des broussailles et des herbes, une mélancolie désolée, une anxiété où il semblait qu'il y eût de la conscience, appropriaient tragiquement tout le paysage à cette figure noire suspendue à cette chaîne. La présence d'un spectre dans un horizon est une aggravation à la solitude. Il était simulacre. Ayant sur lui les souffles qui ne s'apaisent pas, il était l'implacable. Le tremblement éternel le faisait terrible. Il semblait dans les espaces un centre, ce qui est effrayant à dire, et quelque chose d'immense s'appuyait sur lui. Qui sait? Peut-être l'équité entrevue et bravée qui est au-delà de notre justice. Il y avait dans sa durée hors de la tombe de la vengeance des hommes et de sa vengeance à lui. Il faisait dans ce crépuscule et dans ce Il faisait dans ce crépuscule et dans ce désert une attestation. Il était la preuve de la matière inquiétante, parce que la matière devant laquelle on tremble est de la ruine d'âme. Pour que la matière morte nous trouble, il faut que l'esprit y ait vécu. Il dénonçait la loi d'en bas, la loi d'en haut. Mis là par l'homme, il attendait Dieu. Au-dessus de lui flottaient, avec toutes les torsions indistinctes de la nuée et de la vague, les énormes rêveries de l'ombre. Derrière cette vision, il y avait on ne sait quelle occlusion sinistre. L'inimité, bornée par rien, ni par un arbre, ni par un toit, ni par un passant, était autour de ce mort. Quand l'immanence surplombant sur nous, ciel, gouffre, vie, tombeau, éternité, apparaît patente, c'est alors que nous sentons tout inaccessible, tout défendu, tout muré. Quand l'infini s'ouvre, pas de fermeture plus formidable. Bataille entre la mort et la nuit. L'enfant était devant cette chose, muet, étonné, les yeux fixes. Pour un homme, c'eût été un gibet, pour l'enfant, c'était une apparition. Où l'homme eût vu le cadavre, l'enfant voyait le fantôme. Et puis, il ne comprenait point. Les attractions d'abîme sont de toutes sortes. Il y en avait une au haut de cette colline. L'enfant fit un pas, puis deux. Il monta tout en ayant envie de descendre, et approcha, tout en ayant envie de reculer. Il vint tout près, hardi et frémissant, faire une reconnaissance du fantôme. Parvenu sous le gibet, il leva la tête et examina. Le fantôme était goudronné. Il luisait çà et là. L'enfant distinguait la face. Elle était enduite de bitume, et ce masque qui semblait visqueux et gluant se modelait dans les reflets de la nuit. L'enfant voyait la bouche qui était un trou, le nez qui était un trou, et les yeux qui étaient des trous. Le corps était enveloppé et comme ficelé dans une grosse toile imbibée de naphte. La toile s'était moisie et rompue, un genou passait à travers. Une crevasse laissait voir les côtes, quelques parties étaient cadavres, d'autres squelettes. Le visage était couleur de terre, des limaces qui avaient erré dessus y avaient laissé de vagues rubans d'argent,
La toile collée aux os offrait des reliefs comme une robe de statue. Le crâne fêlé et fendu avait l'hiatus d'un fruit pourri. Les dents étaient demeurées humaines, elles avaient conservé le rire. Un reste de cri semblait bruire dans la bouche ouverte. Il y avait quelques poils de barbe sur les joues. La tête penchée avait un air d'attention. On avait fait récemment des réparations. Le visage était goudronné de frais, ainsi que le genou qui sortait de la toile et les côtes. En bas, les pieds passés. Juste dessous, dans l'herbe, on voyait 2 souliers, devenus informes dans la neige et sous les pluies. Ces souliers étaient tombés de ce mort. L'enfant pieds nus regarda ses souliers. Le vent, de plus en plus inquiétant, avait de ces interruptions qui font partie des apprêts d'une tempête. Il avait tout à fait cessé depuis quelques instants. Le cadavre ne bougeait plus. La chaîne avait l'immobilité du fil à plomb. Comme tous les nouveaux venus dans la vie et en tenant compte de la pression spéciale de sa destinée, l'enfant avait sans nul doute en lui cet éveil d'idées propres aux jeunes années, qui tâche d'ouvrir le cerveau et qui ressemble au coup de bec de l'oiseau dans l'œuf. Mais tout ce qu'il y avait dans sa petite conscience en ce moment se résolvait en stupeur. L'excès de sensation, c'est l'effet du trop d'huile, arrive à l'étouffement de la pensée. Un homme se fût fait des questions, l'enfant ne s'en faisait pas. Il regardait. Le goudron donnait à cette face un aspect mouillé. Des gouttes de bitume figées dans ce qui avait été les yeux Des gouttes de bitume figées dans ce qui avait été les yeux ressemblaient à des larmes. Du reste, grâce à ce bitume, le dégât de la mort était visiblement ralenti, sinon annulé, et réduit au moins de délabrement possible. Ce que l'enfant avait devant lui était une chose dont on avait soin. Cet homme était évidemment précieux. On n'avait pas tenu à le garder vivant, mais on tenait à le conserver mort. Le gibet était vieux, vermoulu, quoique solide, et servait depuis de longues années. C'était un usage immémorial en Angleterre de goudronner les contrebandiers. On les pendait au bord de la mer, on les enduisait de bitume, et on les laissait accrocher. Les exemples volent le plein air, et les exemples goudronnés se conservent mieux. Ce goudron était de l'humanité. On pouvait de cette manière renouveler les pendus moins souvent. On mettait des potences de distance en distance sur la côte, comme de nos jours des réverbères. Le pendu tenait lieu de lanterne. Il éclairait à sa façon ses camarades les contrebandiers. Les contrebandiers de loin en mer apercevaient les gibets. En voilà un, premier avertissement, puis un autre, deuxième avertissement. Cela n'empêchait point la contrebande, mais l'ordre se compose de ces choses-là. Cette mode a duré en Angleterre jusqu'au commencement de ce siècle. En 1822, on voyait encore devant le château de Douvres 3 pendus vernis. Du reste, le procédé conservateur ne se bornait point aux contrebandiers. L'Angleterre tirait le même parti des voleurs, des incendiaires et des assassins. John Painter, qui mit le feu au magasin maritime de Portsmouth, fut pendu et goudronné en 1776. L'abbé Coyer, qui l'appelle Jean le peintre, le revit en 1777. John Painter était accroché et enchaîné au-dessus de la ruine qu'il avait faite, et rebadigeonné de temps en temps. Ce cadavre dura, on pourrait presque dire vécu, près de 14 ans. Il faisait encore un bon service en 1788. En 1790, pourtant, on dut le remplacer. Les Égyptiens faisaient cas de la momie du roi. La momie de peuple, à ce qu'il paraît, peut être utile aussi. Le vent, ayant beaucoup de prise sur le monticule, en avait enlevé toute la neige. L'herbe y reparaissait, avec quelques chardons çà et là. La colline était couverte de ce gazon marin dru et ras, qui fait ressembler le haut des falaises à du drap vert. Sous la potence, au point même au-dessus duquel pendaient les pieds du supplicié, il y avait une touffe haute et épaisse, surprenante sur ce sol maigre. Les cadavres émiettés, là depuis des siècles, expliquaient cette beauté de l'herbe. La terre se nourrit de l'homme. Une fascination lugubre tenait l'enfant. Il demeurait là, béant. Il ne baissa le front qu'un moment pour une ortie qui lui piquait les jambes et qui lui fit la sensation d'une bête. Puis il se redressa. Il regardait au-dessus de lui cette face qui le regardait. Elle le regardait d'autant plus qu'elle n'avait pas d'yeux. C'était du regard répandu, une fixité indicible où il y avait de la lueur et des ténèbres, et qui sortait du crâne et des dents aussi bien que des arcades sourcilières vides. Toute la tête du mort regarde, et c'est terrifiant. Pas de prunelles, et l'on se sent vu. Horreur des larves. Peu à peu l'enfant devenait lui-même terrible. Il ne bougeait plus. La torpeur le gagnait. Il ne s'apercevait pas qu'il perdait conscience. Il s'engourdissait et sans qu'il osait. L'hiver le livrait silencieusement à la nuit,
Il y a du traître dans l'hiver. L'enfant était presque statue, la pierre du froid entrait dans ses os. L'ombre, ce reptile, se glissait en lui. L'assoupissement qui sort de la neige monte dans l'homme comme une marée obscure. L'enfant était lentement envahi par une immobilité ressemblant à celle du cadavre. Il allait s'endormir. Dans la main du sommeil, il y a le doigt de la mort. L'enfant se sentait saisi par cette main. Il était au moment de tomber sous le gibet. Il ne savait déjà plus s'il était debout. La fin toujours imminente, aucune transition entre être et ne plus être, la rentrée au creuset, le glissement possible à toute minute. C'est ce précipice-là qui est la création. Encore un instant, et l'enfant et le trépassé, la vie en ébauche et la vie en ruine, allaient se confondre dans le même effacement. Le spectre eut l'air de le comprendre et de ne pas le vouloir. Tout à coup, il se mit à remuer. On eût dit qu'il avertissait l'enfant. C'était une reprise de vent qui soufflait. Rien d'étrange comme ce mort en mouvement. Le cadavre au bout de la chaîne, poussé par le souffle invisible, prenait une attitude oblique, montait à gauche, puis retombait, remontait à droite, et retombait, et remontait avec la lente et funèbre précision d'un battant. Va-et-vient farouche. On eût cru voir dans les ténèbres le balancier de l'horloge de l'éternité. Cela dura quelque temps ainsi. L'enfant devant cette agitation du mort sentait un réveil, et à travers son refroidissement avait assez nettement peur. La chaîne à chaque oscillation grinçait avec une régularité hideuse. Elle avait l'air de reprendre haleine, puis recommencer. Ce grincement imitait un chant de cigale. Les approches d'une bourrasque produisent de subites enflures du vent. Brusquement la brise devint bise. L'oscillation du cadavre s'accentua lugubrement. Ce ne fut plus du balancement, ce fut de la secousse. La chaîne qui grinçait cria. Il me sembla que ce cri était entendu. Si c'était un appel, il fut obéi. Du fond de l'horizon, un grand bruit accourut. C'était un bruit d'ailes. Un incident survenait. Un incident survenait. L'orageux incident des cimetières et des solitudes. L'arrivée d'une troupe de corbeaux. Des taches noires volantes piquèrent le nuage, percèrent la brume, grossirent, rapprochèrent, s'amalgamèrent, s'épaissirent, se hâtant vers la colline, poussant des cris. C'était comme la venue d'une légion. Cette vermine ailée des ténèbres s'abattit sur le gibet. L'enfant, effaré, recula. Les essaims obéissent à des commandements. Les corbeaux s'étaient groupés sur la potence. Pas un n'était sur le cadavre. Ils se parlaient entre eux. Le croassement est affreux. Hurler, siffler, rugir, c'est de la vie. Le croassement est une acceptation satisfaite de la putréfaction. On croit entendre le bruit que fait le silence du sépulcre en se brisant. Le croassement est une voie dans laquelle il y a de la nuit. L'enfant était glacé. Plus encore par l'épouvante que par le froid. Les corbeaux se turent. Un d'eux sauta sur le squelette, ce fut un signal. Tous se précipitèrent, il y eut une nuée d'ailes, puis toutes les plumes se refermèrent, et le pendu disparut sous un fourmillement d'ampoules noires remuant dans l'obscurité. En ce moment, le mort se secoua. Était-ce lui? Était-ce le vent? Il eut un bond effroyable. L'ouragan qui s'élevait lui venait en aide. Le fantôme entra en convulsion. C'était la rafale, déjà soufflant à plein poumon, qui s'emparait de lui et qui l'agitait dans tous les sens. Il devint horrible. Il se mit à se démener, pantin épouvantable, ayant pour ficelle la chaîne d'un gibet. Quelque parodiste de l'ombre avait saisi son fil et joué de cette momie. Elle tourna et sauta comme prête à se disloquer. Les oiseaux, effrayés, s'envolèrent. Ce fut comme un rejaillissement de toutes ces bêtes infâmes. Puis ils revinrent. Alors une lutte commença. Le mort sembla pris d'une vie monstrueuse. Les souffles le soulevaient comme s'ils allaient l'emporter. On eût dit qu'il se débattait et qu'il faisait effort pour s'évader. Son carcan le retenait. Les oiseaux répercutaient tous ses mouvements, reculant, puis se ruant, effarouchés et acharnés. D'un côté, une étrange fuite essayée, de l'autre, la poursuite d'un enchaîné. Le mort, poussé par tous les spasmes de la bise, avait des soubresauts, des chocs, des accès de colère. Allez, venez, montez, tombez, refoulant l'essaim éparpillé. Le mort était massue, l'essaim était poussière. La féroce volée assaillante ne lâchait pas prise et s'opiniâtrait. Le mort, comme saisi de folie sous cette meute de bec, multipliait dans le vide ces frappements aveugles semblables au coup d'une pierre liée à une fronde. Par moments, il avait sur lui toutes les griffes et toutes les ailes, puis rien. C'étaient des évanouissements de la horde, tout de suite suivis de retours furieux. Effrayant supplice continuant après la mort. Effrayant supplice continuant après la vie.
Les oiseaux semblaient frénétiques. Les soupiraux de l'enfer doivent donner passage à des essaims pareils. Coups d'ongles, coups de bec, croissements, arrachement de lambeaux qui n'étaient plus de la chair, craquement de la potence, froissement du squelette, cliquetis des ferrailles, cris de la rafale, tumulte, pas de lutte plus lugubre. Un lémur contre des démons, sorte de combat spectre. Parfois la bise redoublant, le pendu pivoté sur lui-même, faisait face à l'essaim de tous les côtés à la fois, paraissait vouloir courir après les oiseaux, et l'on eût dit que ses dents tâchaient de mordre. Il avait le vent pour lui et la chaîne contre lui, comme si les dieux noirs s'en mêlaient. L'ouragan était de la bataille. Le mort se tordait, la troupe d'oiseaux roulait sur lui en spirale, c'était un tournoiement dans un tourbillon. On entendait en bas un grondement immense qui était la mer. L'enfant voyait ce rêve. Subitement il se mit à trembler de tous ses membres, un frisson ruissela le long de son corps, il chancela, tressaillit, faillit tomber, se retourna, pressa son front de ses deux mains, comme si le front était un point d'appui, et hagard, les cheveux au vent, descendant la colline à grands pas, les yeux fermés, presque fantôme lui-même, il prit la fuite, laissant derrière lui ce tourment dans la nuit. « 7. La pointe nord de Portland. Il courut jusqu'à essoufflement, au hasard, éperdu dans la neige, dans la plaine, dans l'espace. Cette fuite le réchauffa. Il en avait besoin. Sans cette course et sans cette épouvante, il était mort. Quand l'haleine lui manqua, il s'arrêta, mais il n'osa point regarder en arrière. Il lui semblait que les oiseaux devaient le poursuivre, que le mort devait avoir dénoué sa chaîne et était probablement en marche du même côté que lui, et que sans doute le gibet lui-même descendait la colline courant après la mort, après le mort. Il avait peur de voir cela, s'il se retournait. Lorsqu'il eut repris un peu haleine, il se remit à fuir. Se rendre compte des faits n'est point de l'enfance. Il percevait des impressions à travers le grossissement de l'effroi, mais sans les lier dans son esprit et sans conclure. Il allait n'importe où, ni comment. Il courait avec l'angoisse et la difficulté du songe. Depuis près de 3 heures qu'il était abandonné, sa marche en avant, tout en restant vague, avait changé de but. Auparavant, il était en quête, à présent il était en fuite. Il n'avait plus faim ni froid, il avait peur. Un instinct avait remplacé l'autre. Échapper était maintenant toute sa pensée. Échapper à quoi? À tout. La vie lui apparaissait de toutes parts autour de lui comme une muraille horrible. S'il eût pu s'évader des choses, il l'eût fait. Mais les enfants ne connaissent point ce bruit de prison qu'on nomme le suicide. Il courait. Il courut ainsi un temps indéterminé, mais l'haleine s'épuise, la peur s'épuise aussi. Tout à coup, comme saisi d'un soudain accès d'énergie et d'intelligence, il s'arrêta. On eût dit qu'il avait honte de se sauver. Il se roidit, frappa du pied, dressa résolument la tête, et se retourna. Il n'y avait plus ni colline, ni gibet, ni vol de corbeaux. Le brouillard avait repris possession de l'horizon. L'enfant poursuivit son chemin. Maintenant il ne courait plus, il marchait. Dire que cette rencontre d'un mort l'avait fait un homme, ce serait limiter l'impression multiple et confuse qu'il subissait. Il y avait dans cette impression beaucoup plus et beaucoup moins. Ce gibet, fort trouble dans ce rudiment de compréhension qui était sa pensée, restait pour lui une apparition. Seulement une terreur domptée, étant un affermissement, il se sentit plus fort. S'il eût été d'âge à se sonder, il eût trouvé en lui 1000 autres commencements de méditation, mais la réflexion des enfants est informe, et tout au plus sentent-ils l'arrière-goût amer de cette chose obscure pour eux que l'homme plus tard appelle l'indignation. Ajoutons que l'enfant a ce don d'accepter très vite la fin d'une sensation. Les contours lointains et fuyants, qui font l'amplitude des choses douloureuses, lui échappent. L'enfant est défendu par sa limite qui est la faiblesse, contre les émotions trop complexes. Il voit le fait, et peu de choses à côté. La difficulté de se contenter des idées partielles n'existe pas pour l'enfant. Le procès de la vie ne s'instruit que plus tard, quand l'expérience arrive avec son dossier. Alors il y a confrontation des groupes de faits rencontrés, l'intelligence renseignée et grandie compare, les souvenirs du jeune âge reparaissent sous les passions comme le palimpseste sous les ratures, ces souvenirs sont des points d'appui pour la logique, et ce qui était vision dans le cerveau de l'enfant devient syllogisme dans le cerveau de l'homme. Du reste, l'expérience est diverse, et tourne bien ou mal selon les natures. Les bons mûrissent, les mauvais pourrissent. L'enfant avait bien couru un quart de lieue, et marché un autre quart de lieue. Tout à coup, il sentit que son estomac le tiraillait. Une pensée qui tout de suite éclipsa la hideuse apparition de la colline
lui vint violemment. Manger. Il y a dans l'homme une bête, heureusement. Elle le ramène à la réalité. Mais quoi manger? Mais où manger? Mais comment manger? Il tâta ses poches, machinalement car il savait bien qu'elles étaient vides. Puis il hâta le pas. Sans savoir où il allait, il hâta le pas vers le logis possible. Cette fois, l'auberge fait partie des racines de la providence dans l'homme. Croire à un gîte, c'est croire en Dieu. Du reste, dans cette plaine de neige, rien qui ressemblât à un toit. L'enfant marchait, la lande continuait, nu à perte de vue. Il n'y avait jamais eu sur ce plateau d'habitation humaine. C'est au bas de la falaise, dans des trous de roche, que logeaient jadis, faute de bois pour bâtir des cabanes, les anciens habitants primitifs, qui avaient pour arme une fronde, pour chauffage la fiente de bœufs séchés, pour religion l'idole Isle, debout dans une clairière à Dorchester, et pour industrie la pêche de ce faux corail gris que les Gallois appelaient Pline et les Grecs Isidis Ploklamos. L'enfant s'orientait du mieux qu'il pouvait. Toute la destinée est un carrefour. Le choix des directions est redoutable. Ce petit être avait de bonne heure l'option entre les champs obscurs. Il avançait cependant, mais quoique ses jarrets semblassent d'acier, il commençait à se fatiguer. Pas de sentier dans cette plaine. S'il y en avait, la neige les avait effacés. D'instinct, il continuait à dévier vers l'est. Des pierres tranchantes lui avaient écorché les talons. S'il eût fait jour, on eût pu voir dans les traces qu'il laissait sur la neige des taches roses qui étaient son sang. Il ne reconnaissait rien. Il traversait le plateau de Portland du sud au nord, et il est probable que la bande avec laquelle il était venu, évitant les rencontres, l'avait traversé de l'ouest à l'est. Elle était vraisemblablement partie dans quelque barque de pêcheurs ou de contrebandiers, d'un point quelconque de la côte d'Ugescombe, tel que Sainte-Catherine-Chape ou Swankry, pour aller à Portland retrouver l'ourque qui l'attendait. Elle avait dû débarquer dans une des anses de Weston pour aller se rembarquer dans une des criques d'Eston. Cette direction-là était coupée en croix par celle que suivait maintenant l'enfant. Il était impossible qu'il reconnût son chemin. Le plateau de Portland a çà et là de hautes ampoules ruinées brusquement par la côte et coupées à pic sur la mer. L'enfant errant arriva sur un de ces points culminants et s'y arrêta, espérant trouver plus d'indications dans plus d'espace, cherchant à voir. Il avait devant lui, pour tout horizon, une vaste opacité livide. Il l'examina avec attention et, sous la fixité de son regard, elle devint moins indistincte. Au fond d'un lointain pli de terrain vers l'est, au bas de cette lividité opaque, sorte d'escarpement mouvant et blême qui ressemblait à une falaise de la nuit, rampaient et flottaient de vagues lambeaux noirs, espèce d'arrachement diffus. Cette opacité blafarde, c'était du brouillard. Ces lambeaux noirs, c'étaient des fumées. Où il y a des fumées, il y a des hommes. L'enfant se dirigea de ce côté. Il entrevoyait à quelque distance une descente, et au pied de la descente, parmi des configurations informes de rochers que la brume estompait, une apparence de banc de sable, ou de langue de terre reliant probablement aux plaines de l'horizon le plateau qu'il venait de traverser. Il fallait évidemment passer par là. Il était arrivé en effet à l'isthme de Portland, alluvion diluvienne qu'on appelle Chess Hill. Il s'engagea sur le versant du plateau. La pente était difficile et rude. C'était, avec moins d'âpreté pourtant, le revers de l'ascension qu'il avait faite pour sortir de la crique. Toute montée se solde par une descente. Après avoir grimpé, il dégringolait. Il sautait d'un rocher à l'autre, au risque d'une entorse, au risque d'un écroulement dans la profondeur indistincte. Pour se retenir dans les glissements de la roche et de la glace, il prenait à poignée les longues lanières des landes et des ajoncs pleins d'épines, et toutes ces pointes lui entraient dans les doigts. Par instants, il trouvait un peu de rampe douce et descendait en reprenant haleine, puis l'escarpement se refaisait, et pour chaque pas il fallait un expédient. Dans les descentes de précipice, chaque mouvement est la solution d'un problème. Il faut être adroit, sous peine de mort. Ces problèmes, l'enfant les résolvait avec un instinct dont un singe eût pris note, et une science qu'un saltimbanque eût admirée. La descente était abrupte et longue. Il en venait à bout néanmoins. Peu à peu, il approchait de l'instant où il prendrait terre sur l'isthme entrevu. Par intervalles, tout en bondissant ou en dévalant de rocher en rocher, il prêtait l'oreille, avec un dressement de daim attentif. Il écoutait au loin, à sa gauche, un bruit vaste et faible, pareil à un profond chant de clairon. Il y avait dans l'air en effet un remuement de souffle précédant cet effrayant vent boréal qu'on entend venir du pôle comme une arrivée de trompette. En même temps, l'enfant sentait par moments sur son front, sur ses yeux, sur ses joues,
quelque chose qui ressemblait à des paumes de mains froides se posant sur son visage. C'étaient de larges flocons glacés, ensemencés d'abord mollement dans l'espace, puis tourbillonnant et annonçant l'orage de neige. L'enfant en était couvert. L'orage de neige qui, depuis plus d'une heure déjà, était sur la mer, commençait à gagner la terre. Il envahissait lentement les plaines. Il entrait obliquement par le nord-ouest dans le plateau de Portland. Et c'est la fin du livre premier, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. Pfiou! Je ne vous fais pas dire à quel point l'homme qui rit me plaît, mais à quel point ça va être sportif. Parce que ça fait des assez longues parties de lecture. Je pense que ça va faire des lives assez longs eux aussi. Et je pense surtout que ça va faire une série de lives très très longue. Parce que là on a terminé le livre premier. Non, je vais pas parler en termes de livres parce que ça veut rien dire. Il y aura peut-être des livres plus courts que d'autres. Je vais parler en termes de pages. Du coup, on a lu, grosso modo... Ok, donc ça, c'est le préambule, ça ne compte pas. Donc on a lu grosso modo 80 pages. Grosso modo, on a lu 80 pages en 2 fois. En 2 lives. Ok. 80 pages en 2 lives. Et il y a 761 pages. Donc voilà, on va arrondir, on va dire 800. Donc 10 fois ça, quoi. 20 lives? Non, c'est impossible. 20 lives, ça n'est jamais arrivé. J'ai jamais fait 20 épisodes sur une même œuvre. Je pense que l'œuvre sur laquelle on a fait le plus d'épisodes, ça doit être soit Crime et Châtiment, soit Dracula. J'aurais du mal à dire comme ça. Comme pour Dracula, on avait mis une décennie. Ouais, c'est vrai, Mika. C'est vrai, c'est vrai. Oui, il est plus long que Dracula. Ah ouais, ouais, c'est vraiment un mastodonte, mais je sais pas ce que vous en dites, personnellement. Je le trouve très à mon goût et je le trouve d'une qualité folle. C'est hyper plaisant. Je sais pas décrire vraiment ce qui... Enfin, j'en ai déjà parlé beaucoup dans la pause de tout à l'heure et dans le premier live, mais je sais pas, ça me plaît à un point fou. Il y a quelque chose de jouissif dans cette lecture, je sais pas décrire. Je pense vraiment que c'est le style qui fait tout, en fait. Parce que c'est une œuvre qui prend extrêmement son temps. Et pour le moment, bah, il s'est pas passé grand chose en termes d'événements. La dernière fois, on a eu beaucoup d'explications très générales. Là, on a eu beaucoup de mise en contexte, de description de décors, etc., etc. Et au final, en termes d'action pure, il s'est pas passé grand chose. On en est vraiment au balbutiement de l'histoire. On en est vraiment au tout début. On découvre petit à petit cet enfant, etc. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ça soit de trop. J'ai pas l'impression que oh arrête, t'es lourd avec tes descriptions. J'ai l'impression que c'est vraiment propre. Et je pense vraiment que Victor Hugo était aussi enfin, il avait aussi la casquette de poète, en plus de la casquette d'auteur, si je puis dire. Et je pense aussi que c'est grâce à cette... ouais, grâce à cette manière de parler qu'il a, cette manière d'écrire qui est quand même vachement empreinte de poésie, je trouve, que du coup, ça passe si bien, en fait, et que ça crée des ambiances. En fait, voilà, c'est ça, il prend vraiment beaucoup le temps d'instaurer des ambiances. Sauf que bah, il le fait très bien, je trouve. En tout cas, à mon goût. Et ouais, j'entre complètement dedans. Et même si là, on a fait un live de quasi 2 heures, et qu'en fait, l'action du live, enfin l'action de l'histoire pourrait se raconter en 2 phrases, bah, je suis grave content de la lecture, et je suis pas deg que ça n'avance pas ou que ça soit lent. Au contraire, je trouve vraiment que c'est un coup de maître. J'essaie de relire un petit peu tout ce que vous avez pu dire pendant la lecture. Euh, J'espère qu'en effet que ça va pas bugger parce que Mika, tu me fais peur à dire qu'il y a des bugs. Mais bon, apparemment ça a l'air d'avoir été pour tout le monde. Euh... J'avoue que faire des clips sur un live de lecture c'est compliqué.
T'en as fait un sur les trous? Ok. C'est vrai que cette phrase était atypique, mais de là en faire un clip. On a tout le temps, oui, c'est sûr, c'est sûr. Dracula, la rediff YouTube qui m'a amené à découvrir la chaîne Planétéo. Ah, j'avais zappé ce fait. Pareil, c'est comme ça que j'ai connu Planétéo, mais il y a bien 3 ans. Je l'ai découvert le jour où il a posté la deuxième vidéo Dracula, et la troisième, je l'ai suivi en live. Bah dis-toi Nanu que ça fait du coup plus de 4 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Très bien passé pour moi. Ah bah merci. Franchement ça me fait plaisir d'avoir vos retours aussi, de partager un peu vos sensations sur la lecture. En tout cas ouais, moi je suis vraiment complètement happé par cette lecture, je suis complètement pris dedans. Et je suis très heureux de l'avoir entamé et d'avoir pris la décision de le faire avec vous en live parce que putain, qu'est-ce que je kiffe. Je- j'avais ce truc en tête de me dire que c'était. Comment dire? Comment dire? C'était un peu un livre mythique pour moi. Je sais pas comment l'expliquer. Encore une fois, j'en ai parlé dans le premier live, mais c'est un peu un livre mythique pour moi dans le sens où c'est un peu ce qui a lancé l'idée de faire des lives de lecture et tout et tout. Et aussi parce que c'est un super bon souvenir d'un été à le lire. Et c'est rare que j'ai des lectures qui me marquent au point que je me dise. Enfin, que je me rappelle l'époque, etc., où je l'ai lu. Bon, après, je l'ai lu à haute voix à mon cousin sur la plage, donc forcément, forcément, c'est des conditions très spéciales voilà, qui me, qui me manquent encore plus le souvenir en tête, mais. Et du coup, c'est marrant parce que j'aurais jamais tendance à dire, enfin, j'aurais jamais eu tendance à dire que Victor Hugo est un de mes auteurs favoris. Par contre, on me demande mon roman favori et je pense que L'Homme qui rit n'est vraiment pas loin du top 1, hein. J'ai vraiment beaucoup trop de mal personnellement à faire des tops, entre guillemets, et à décider quels sont mes préférés dans quelques domaines que ce soit. Parce que, bah voilà, si on parle de littérature, ça veut dire quoi? Il y a du roman, il y a de la nouvelle, il y a de la poésie, il y a du théâtre, il y a du fantastique, il y a de la science-fiction, il y a du. Enfin, il y a tout un tas de choses. Pour moi, c'est impossible, ça veut rien dire de dire ça, c'est mon préféré. Et c'est vrai que Victor Hugo, L'Homme qui rit, c'est vraiment, j'aurais tendance à dire, l'un de mes livres de cœur. Et limite, je le redécouvre. C'est-à-dire que je m'en étais fait une image mentale où je me disais, où je l'avais sacralisé mentalement. Et là, en le relisant avec vous, limite, je réalise encore mieux à quel point je trouve ça putain de bien foutu et putain de bien écrit. Enfin bref. Et oui, ça fait déjà plus de 4 ans, Nanu. Ça passe si vite. Ça passe si vite, ça passe si vite. Et c'est marrant parce qu'il y a des choses qui passent très vite et d'autres au contraire qui passent pas du tout vite. Euh, Le rapport au temps est très bizarre. Et du coup, les couteaux portes, une drôle de lecture pour la plage, c'est sombre. J'avoue que pour le moment, vous voyez une phase très très sombre. Je vais pas en dire plus sur la suite pour pas spoiler, mais croyez-moi qu'en 760 pages, il y a le temps de voir venir aussi d'autres teintes, d'autres teintes. Il y aura pas que de la sombritude. Donc ouais, vous verrez, il y aura vraiment beaucoup de choses, je pense, dans ce roman. D'ailleurs, c'est vrai que je ne me rappelais pas que c'était aussi sombre. Pour le coup, là, tout le début est vraiment sombre, mais je le trouve très plaisant, personnellement. Euh, Écoutez, on va s'arrêter là, parce que j'ai peur de me répéter ou de parler pour rien dire. Je rappelle que cette semaine est assez classique, mais quand même bien chargée. Et que je ferai des lives si mon PC supporte les lives. Je croise les doigts plus que jamais parce que ça m'emmerderait de pas pouvoir faire de live. Demain, mercredi gaming, 13h-16h, Yooka-Laylee Enzym, possible l'air pour le 3e épisode. 21h en compagnie de Walkirax et de Mirani pour tout ce qu'il y a à savoir sur la nouvelle mise à jour Chips of Fortune de Sea of Thieves. Jeudi, je serai joueur chez Cora pour son jeu de rôle The Twitcher. Vendredi sur ma chaîne à 21h, nouvelle lecture sur L'Homme qui rit de Victor Hugo. Et enfin, dimanche, on termine la semaine en douceur avec un live de découverte de l'univers de League of Legends.
à 15h. Putain, en vrai, je commence à avoir des gros emplois du temps, hein. moi qui veux encore augmenter la fréquence de live, ça commence à faire des bons emplois du temps, hein. Sachant que, ne vous inquiétez pas, je pense que je ne spammerai jamais davantage la chaîne YouTube que ce que la spam à l'heure actuelle, puisque les lives que je prévois d'ajouter sur Twitch seraient des exclus Twitch, et ce serait plus des trucs, comment dire, ce serait plus détente, enfin ce serait moins des lives concept où je suis hyper actif et en action constante. Ça serait plus des lives où je ferais de l'illustration et en même temps je me mettrais en live, où j'apprendrais des chansons à la guitare et au chant et en même temps je me mettrais en live. Donc voilà, ce serait du contenu un peu subsidiaire, on va dire, et qui serait exclusif à Twitch. Donc voilà, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur d'avoir votre flot d'abonnements totalement noyé sous les lives de Planétéo. Normalement j'essaie de faire ça bien, j'essaie de faire ça propre. Bref, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci les couteaux portes, Mika et Dimal d'être passés sur ce live, d'être restés même quasiment l'intégralité de ce live en ma compagnie, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve demain pour certains d'entre vous, je pense. Je pense Mika notamment, le gaming, ça t'intéresse bien. On se retrouve certainement demain pour certains d'entre vous, et puis à la prochaine pour les autres. Si vous êtes sur YouTube, encore une fois, n'hésitez pas, le pouce vers le haut ou le dislike, les commentaires, voire les partages de vidéos, voire l'abonnement. Alors là, vous serez dingue. Vous seriez dingue. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord, le Facebook, le Twitter. Et puis, bah voilà, pour être au courant de toute l'activité des lives, des rediffusions, et aussi même de mes autres activités hors live, parce que je fais aussi d'autres choses. Voilou, à demain, ou à une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, ou peut-être une prochaine découverte. Bye bye.